Oui, je te disais, ouais, c'est bon, je t'entends. Donc, ouais, t'es prêt, Nicolas? Donc là, je dois faire partager l'écran, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. C'est dans quoi déjà? Donc, t'as un petit plus en dessous en bas de la fenêtre de discussion, en fait. Ah oui, c'est ça. Et donc, tu partages Partage l'écran. l'écran. Hop là. Alors, sur le chat, hein, merci de m'indiquer si tout est OK au niveau du son et de l'image de Nicolas. Et puis, ben, a priori, tout va être OK. Et donc, Nicolas, je pense que tout le monde te connaît à peu près, mais déjà, je vais te laisser te présenter rapidement. C'est à toi. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Chéron, analyste DailyFX pour la société FXCM. Nous sommes chez FXCM une équipe de 3 analystes avec, excusez-moi, avec Adrien Raymond, Nadia Compaoré et moi-même. Donc en fait, FXM, vous connaissez plus ou moins tous, c'est un broker et c'est un broker qui a un service d'analyse pour que ses clients soient formés et puissent appréhender un peu plus facilement le marché d'échange. Donc voilà, nous on fait pas du tout dans la vente, on est des analystes purs, on a un site qui s'appelle DailyFX. Étant donné que je savais qu'on ferait l'émission à 14h45, c'est pour ça que je suis un peu en retard, je vous ai fait un point en fait sur la file sur l'euro-dollar. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur dailyfx.fr et en page principale, vous avez l'euro sur le fil du rasoir où j'ai en fait résumé donc la situation actuelle et les seuils à suivre que je pense de toute façon nous allons en discuter dans quelques instants. Après, bah voilà, on s'occupe du site DailyFX et puis également du forum DailyFX que certains d'entre vous connaissent. Il y en a même qui postaient dans la file euro-dollar de mon forum tout à l'heure que je passais chez toi, Fabien. Donc bon, bah c'est plutôt sympa. Je pense que vous pouvez profiter des nombreuses vidéos qualitatives qu'on trouve chez Fabien, des nôtres aussi, des suivis de marché. Bref, vous avez avec tout cela tous les outils pour pouvoir suivre le marché. Petit point sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a un programme. Le fait est que vous pouvez, d'une part, donc on peut discuter du marché si vous voulez, on peut discuter de mon avis sur de nombreuses paires, que ce soit fondamentalement ou techniquement. J'ai fait, parce qu'encore une fois, je savais que je passais avec toi, Fabien, cet après-midi, un point complet dans le morning meeting de ce matin, qui se trouve juste en dessous du gros titre. Il se trouve ici, achat à 1,30, support clé journalier. Donc là, j'ai fait un point complet technique et fondamental. Donc si je réponds pas à tout, vous pouvez retrouver toute une partie de mes pensées et de mes dires sur de nombreux actifs dans le morning meeting du jour. Et puis sinon, profitez-en si vous le souhaitez, hein, euh, pour me poser des questions, je sais pas moi, d'analyse technique, de money management, de trading pur, d'indicateurs. Enfin bref, on n'est pas forcément obligé de discuter de où va aller l'euro-dollar dans 15 minutes. On peut parler de tout. Je suis plutôt ouvert. Ok, très bien. Donc, en fait, il n'y a pas de programme en général quand on reçoit des invités. Les questions se posent au fur et à Mhm, mesure et sinon on part sur des thèmes simples, comme la description des outils utilisés. Après, on peut faire de l'analyse concrète de marché, des choses comme ça. mhm. Alors déjà, il y a quelques questions qui sont arrivées sur le chat. Regarde, hein, ça on avait vu, ok. Donc moi, Euh, je peux pas le voir le chat en fait. je peux te laisser, en fait c'est sur vidéo, soit je peux te laisser le lien, donc si tu veux relever, mais si tu veux te concentrer Non sur mais ton vas-y, écran, etc., pose-moi moi les je te questions. transmets les questions. Ouais. Donc il y a Lolo déjà qui demande à propos de la journée du 30 mars. Alors je crois que la journée du 30 mars c'est une journée où vous allez recevoir des clients ou des... Voilà, En c'est quoi en fait fait, cette journée du 30 mars, ouais. le 30 mars, on a loué le Palais de la Bourse à Paris, donc le Palais Brognard, là où avant il y avait la Bourse à la Criée. Donc on a loué cette belle salle pour faire notre conférence trimestrielle. Donc ça fait 2 ans qu'on fait des conférences trimestrielles avec 300-400 personnes. Là, on fait les choses en grande pompe, si je puis dire, puisque ce sera pas une demi-journée, mais une journée complète. Et on invite des traders, on invite des analystes. Il y aura Jean-Louis Cussac qui sera là pour parler du CAC de l'euro-dollar. Il y aura, j'arrive plus à retrouver son nom, Stéphane Saudutel qui viendra faire quelque chose sur le scalping. Nous, on fera un peu de money management, un peu d'analyse intermarché. Il y aura une spécialiste de la FAT qui viendra faire une partie sur Ishimoku.
Et a priori, on attend 500-600 personnes. Donc ce sera un gros événement toute la journée de 9h, 9h30 à 18h30, voire petit apéro derrière avec ceux qui veulent rester. Donc c'est à Paris le 30 mars. Et pour s'inscrire, c'est très simple. Vous allez sur fxcm.fr. Et là, il y a un bandeau tout en haut du site, point trimestriel. Vous cliquez dessus, il y a marqué inscrivez-vous maintenant. Et là, vous avez juste à vous inscrire. Vous avez une petite vidéo de la dernière conférence. Vous avez le programme de la conférence. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors pardon, tu m'as dit, parce qu'en fait je vais laisser le lien en même temps sur le chat écrit pour que les gens puissent aller direct. Donc tu m'as dit sur DailyFX, c'est où? C'est point Sur trimestriel? fxm.fr. Ouais, fxm.fr. ouais, et après tu me dis, ça j'y suis. Après, c'est en haut à droite, le lien, c'est quoi Bah, sur exactement? le bandeau que tu vois en haut, en fait, il y a marqué point trimestriel. Tu cliques sur le bandeau de publicité. Et là, ça t'amène sur une Ah oui, page où d'accord, ouais, tu ok. as le formulaire d'inscription, le programme de la conférence, etc. Ok, c'est parfait, j'ai transmis ça. Donc, un Traiter les mot, ce sera basé uniquement sur l'analyse technique ou il y aura également une approche fondamentale? Il y aura, comme d'habitude, du fondamental, mais ce sera pas mal d'analyse technique, ouais. Ce sera pas mal d'analyse technique et de trading, parce que en fait, si tu veux, il y a beaucoup de conférences qui se font, qui sont des présentations des produits des brokers ou qui sont une petite introduction à l'analyse technique. Nous, on part du principe que nos lecteurs, ils regardent Vidéo Bourse, ils regardent DailyFX et puis ils regardent de temps en temps les morning meetings, donc ils connaissent un minimum le vocabulaire et notre façon d'analyser les marchés. Les choses qui sont un peu plus intéressantes à creuser, bah, c'est ce qui manque généralement aux traders particuliers, c'est-à-dire une technique, un plan de trading. Donc une fois qu'on a le fondamental, qu'on a un avis sur une paire et puis qu'on a les supports et résistances, bah faut bien une façon de faire, donc un levier, un stop, etc. Et puis vraiment oui, donc c'est tout l'aspect money management, gestion de position, du stop. Est-ce que quand je gagne 30 points, je mets mon stop à zéro? Est-ce que je coupe la moitié de ma position, etc., etc. Donc le matin, il y a une petite partie fondamentale d'une heure, je crois, sur tout ce qui est obligataire, adjudication, information à avoir de ce côté-là. Après, moi, je ferai toute une partie sur les outils de money management pour le trader. Alors, j'ai déjà parlé de money management dans d'autres conférences, mais là, ce sera par rapport à ce que je fais au quotidien. En fait, tous les jours, moi, j'ai des recommandations que je fais sur l'euro-dollar. Je montre ce que je ferai et puis j'ai un portefeuille virtuel que je gère avec ces recommandations. Et puis, j'essaie d'utiliser différentes stratégies. Pyramidaliser des positions, mettre les stops à zéro. Après, il y a les positions spéculatives, les positions swing. Il y a un peu de tout. Donc, je vais revenir sur les différentes techniques, les différents profils et puis les façons de faire. Après, ce sera Stéphane Sodutaï, c'est du trading pur puisque c'est scalping. Après, c'est Jean-Louis Cussac, CAC et Eurodollar. Donc là, je pense qu'il y aura les prévisions et puis façon d'intervenir. Ishimoku, ce sera pour introduire Ishimoku à ceux qui ne connaissent pas. Nadia Fred, l'analyse intermarché, pour montrer comment on peut se servir d'actifs corrélés pour pouvoir trader. Euh, et puis après, il y a les prévisions de moyen terme qui englobent forcément technique et fondamentale, et puis les questions-réponses, où là, on peut parler de sujets ouverts. Donc ce sera de tout. On n'a pas choisi de faire que du technique ou du fondamental. Je pense qu'il y en aura pour tous les goûts et ce serait assez intéressant. D'accord. Alors bah justement, toi, ton point de vue par rapport à ça, en fait, dans le cadre de tes analyses, alors toi, tu prends pas de position, toi, t'es vraiment purement analyste, c'est ça, Nicolas? Voilà, parce que si tu veux, le souci à ce niveau-là, c'est que quand tu es en position, tu as un biais. Quand tu es vendeur, si tu fais une analyse, tu vas les faire vendre. Voilà. Et donc ça retire toute factualité. Donc j'ai des avis de moyen terme sur certains actifs. Il y en a certains que je vais trader en réel de temps à autre pour mon compte propre. Mais la plupart du temps, je ne vais pas prendre de position sur le marché, sinon ça va me troubler l'esprit. Tu sais, il suffit que je sois vendeur en intraday et puis je vais plus être baissier en journalier sur le morning meeting. Enfin, je veux pas que ça vienne influencer négativement le travail d'analyse. Ou quand tu fais une analyse, il faut être totalement factuel. Il faut avoir aucun, faut avoir
des a priori, je dirais, fondamentaux, des connaissances sur un actif. Par exemple, tu me dis dollar australien, bon bah je vais penser monnaie très élevée parce que taux et croissance élevée, tout va bien, etc. Je vais juste avoir une idée de fond. Mais si je suis en position en vente sur le dollar australien pour mon compte personnel, peut-être que dans mon analyse, je vais être vendeur, parfois trop. Enfin bref, je crois que ceux qui disent qu'il y a souvent analystes et traders ont raison. Euh, et moi, je suis pas prêt à être trader. Et puis, j'aime l'analyse de toute façon. Donc, il vaut mieux pour ceux qui lisent les analystes les analyses des analystes, je pense que ces derniers ne soient pas traders, car les deux ne font pas forcément bon ménage. Ok, donc toi, en tant qu'analyste, t'as toujours travaillé chez FXM ou est-ce que tu as déjà travaillé pour des fonds d'investissement directement? Comment ça se passe? En fait, est-ce que, par exemple, dans les salles de marché, est-ce qu'il y a des analystes purs et des traders ou est-ce que en fait, c'est le même métier regroupé? En fait, ça dépend. Ça dépend des banques et des fonds. Il y a des fonds d'investissement qui souscrivent à des lettres d'investissement, à des services d'analyse. Alors après, tu as des sites qui vont vendre ce genre de prestations ou des sociétés, Sostratos, Trading Central, comment dire, bon, j'arrive plus à trouver le nom, mais bref, il y a des sociétés comme ça qui font pour particuliers et professionnels. Il y a aussi des sociétés comme BBSP qui ne font ça que pour les pros. Donc en banque, soit ils souscrivent à des services de professionnels comme BBSP, puis ils reçoivent tous les jours une lettre avec tous les actifs, les seuils à surveiller, etc. Soit ils ont des analystes en interne qui leur font des analyses. Donc en tant qu'analyste pour un broker, voilà, si demain j'ai par exemple une proposition, je peux faire analyste technique pour ING et dans ces cas-là, donc tu fais les analyses de nombreux actifs et tu les envoies aux traders la journée. Ils en prennent connaissance, mais ils ne vont pas forcément les suivre à la lettre. Ils ont leur scénario, leur position, parfois c'est de l'arbitrage, parfois c'est du trading pur. Ça va dépendre. C'est un élément parmi tant d'autres, l'analyse technique. Je pense que de plus en plus, alors attention quand je dis c'est un élément parmi tant d'autres, j'aime bien trader que avec l'analyse technique. Tu vois, omettre totalement la question d'heure, la question de savoir si on est le matin, le soir, les fondamentaux, est-ce qu'on attend des rendez-vous ou quoi. J'aime bien faire que de l'analyse technique pure. Mais quand je dis que j'essaye de me concentrer de plus en plus vers l'analyse technique, ça veut dire que je mets un peu le fondamental pas de côté, mais j'amenuise un petit peu l'importance que je lui donne, et de plus en plus je donne de l'importance au côté psychologique, en fait. Donc la gestion, la lecture du marché, donc réussir à déterminer si on est dans un marché où il y a de l'appétit pour le risque ou de l'aversion pour le risque. Et puis, deuxième chose, la psychologie en tant que personne. Comment gérer sa peur, ses frustrations, les euphories quand on gagne beaucoup d'argent, etc., etc. Ok, donc tu viens de nous parler justement d'analyse technique. Toi, dans le cadre de ton... Alors, toi, derrière, il n'y a pas de prise de position, donc tu viens de nous l'expliquer. Cependant, pour réaliser une bonne analyse, est-ce que selon toi, c'est important de tenir compte à la fois donc, des éléments techniques et fondamentaux, ou seule la lecture des graphiques, des prix et donc de l'analyse technique suffit pour faire une bonne analyse? Alors, je pense que de toute façon, si on a un petit peu d'expérience sur les marchés, on se rend compte que fondamentaux et analyse technique se recoupent parce que souvent on a des annonces ou des statistiques quand on est sur des seuils clés. Donc l'analyse technique vous dira, là on est sur un seuil clé, il va se passer quelque chose. Celui qui fait du fondamental vous dira, bah oui, on attend le discours de Bernanke ou le NFP aujourd'hui. Donc oui, il va se passer quelque chose. Donc généralement ils vont de pair, et quand tu regardes les graphiques, le graphique contient déjà les informations. Est-ce qu'on a baissé avant la statistique ou monté avant la statistique? Donc dans quel sens vont les spéculations? Tu peux expliquer tout ce qui est aspect psychologique et fondamental de par le graphique. Moi je suis beaucoup plus technique. Après, concernant le fondamental, en fait, j'ai des a priori et des comment on appelle ça? En anglais, on dit background. C'est en fait c'est des connaissances, des acquis, des a priori qu'on a par rapport à des actifs. Donc
Tu me parles de l'USD4 par exemple, je vais te dire bah, c'est une paire qui est baissière, qui aimerait bien se retourner à la hausse parce que le pétrole est haut et le CAD est fort, sauf que le dollar remonte beaucoup, donc non, c'est pas ça. Je suis en train de m'embrouiller, excuse-moi, c'est un peu de fatigue. Euh, L'USD4, par exemple, je sais que c'est une paire baissière, je sais qu'elle devrait remonter parce que le dollar remonte, mais la bonne tenue du pétrole, par exemple, vient entraver cela. Ça, je sais qu'en ce moment, c'est un fait, donc je l'ai en tête. Maintenant, à chaque fois que je vais ouvrir un trade sur cette paire, c'est quelque chose que j'ai en tête, mais c'est pas quelque chose qui va me faire prendre position. Euh, c'est juste des connaissances sur chaque actif. Il faut savoir quel actif on trade. De l'importance des fondamentaux, il faut leur accorder de l'importance, mais je pense qu'il y en a qui restent trop souvent bloqués sur les fondamentaux. C'est-à-dire que quand on était dans la zone 1,26, 1,29 ici au mois de janvier, tout le monde était baissier sur l'euro et on apprenait qu'il y avait des positions records à la vente sur l'euro-dollar et donc tout le monde shortait l'euro-dollar. Et puis, il a commencé à se retourner. Et bon, bah, étant donné que je suis en rapport avec pas mal de clients et de personnes sur notre forum, bah, j'ai constaté que dans toute la montée jusqu'à 1,35, ceux qui accordaient énormément d'importance à la crise européenne, au fait que l'euro sous-performait, etc., n'ont pas du tout su prendre en considération les signaux techniques haussiers qui nous avaient été donnés et donc jouer la hausse. Tu vois? Donc le fondamental, il faut avoir une petite idée de la situation, certes, mais parfois il faut savoir aussi euh, avoir cette idée en fond, mais pas que ce soit ça qui vous bloque dans vos positions. Il y en a qui ne savent pas acheter de l'euro-dollar parce que c'est soi-disant la crise européenne, ça va pas, etc., etc. Bon. Donc voilà, faut faire attention aux fondamentaux pour ça, je pense. Ok, donc oui, donc toi, dans le cadre de ton approche, tu utilises quand même du fondamental. Et après, bah, par exemple, ouais, dans le cadre de la BNS, par exemple, qui a annoncé voilà, de maintenir, enfin d'essayer de maintenir l'euro franc suisse à 1,20, c'est quelqu'un qui fait que l'analyse technique, il peut pas l'avoir, il peut pas le savoir, ça, par exemple. Effectivement, si tu me demandes si je fais que de l'analyse technique pure, je dirais que non. Et je dirais même que c'est pas concevable. À moins d'être un scalper, d'en avoir absolument rien à faire, à savoir si l'eurodoll est à 1,40 ou 1,20 et de savoir s'il est élevé ou non, le scalper il s'en fiche. Quel que soit le marché, il le trade et puis la seule puis tout le monde va faire du fondamental en fait, Fabien, parce que même le scalper, il a bien son agenda économique devant lui pour savoir à quelle heure faut qu'il arrête de faire du scalping puisqu'on a une stat. Analyser les stats et puis les horaires des stats et en avoir conscience, c'est apporter un minimum d'importance au fondamental. Donc celui qui me dit qu'il fait pas de fondamental, c'est quasiment impossible. Donc je te dirais juste que je prends en considération les horaires, les fondamentaux et puis des idées de base. C'est ça dont je te parlais, le background, d'avoir en tête que la BNS à 1,20, elle est sur l'euro CHF, oui. Mais après, je vais pas aller dans les données fondamentales, à savoir est-ce que l'économie suisse est en train de se relever ou non, est-ce que ça peut influencer sur le CHF. Non, tout ça, je vais aller le voir graphiquement, voir ce qu'il se passe sur la paire euro-CHF. Donc on ne peut pas ne pas faire du tout de fondamental. Mais après, pour tout ce qui est intraday, etc., c'est de la lecture, du sentiment du risque et de l'analyse technique. Ok. Et puis, bon, tu disais que, oui, effectivement, il n'y a pas de prise de position en réel. Après, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que il y a beaucoup d'analyses qu'on trouve sur Internet, en fait, sur la paire euro-dollar. Le problème, c'est qu'il y a personne qui fait de track record. Je sais pas si tu as remarqué ça. Alors, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le track record, c'est en fait un suivi des résultats, donc Bah, je sais pas, moi, tous les jours, tu as des dizaines de brokers qui envoient des lettres à leurs clients avec acheter à tel prix, mettre un stop à tel prix, ou vendre à tel prix, stop à tel prix. Mais jamais on a vu de récapitulatif de l'ensemble des conseils qui ont été donnés sur 6 mois ou 2 ans, bizarrement. alors oui, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, justement, moi après, moi tu vois, je suis pas du tout professionnel, etc. Ça fait 4 5 ans que je trade, donc me permets pas du tout de faire ça. Mais justement, l'idée, moi, par rapport à Vidéo Bourse, donc là aujourd'hui, je te reçois, donc c'est une interview, etc. Mais en temps normal, quand on n'a pas d'invité, c'est du trading en fait en direct, et donc via des choses Mhm. comme MyFXBook. Donc Ouais, c'est voilà, bah, nous on publie clairement les résultats. Après, bah, justement, on se rend compte que c'est pas facile tu peux faire des bons mois. Après, ce qui est dur, c'est de tenir bah, une moyenne sur des années et des années. Et comme tu dis, sur la voilà, en durée, ouais. effet, il y a très peu de personnes qui le font.
c'est dommage. Alors derrière, ça se comprend parce que vu que c'est vraiment dur de tenir ça sur le long terme, donc c'est pas dans leur intérêt de mettre ça en avant. Mais par contre, si quelqu'un le fait réellement, oui, c'est super intéressant. Et donc vous, sur DailyFX, c'est justement ce que vous faites. Vous avez un track record ou pas vraiment, parce que toi, comme c'est plus de l'analyse, il n'y a pas de prise de position, c'est pas vraiment possible de le faire. Bah en fait, vu qu'il n'y a pas de prise de position en réel, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai un journal de trading où je consigne mes prises de position en réel, c'est-à-dire en virtuel. C'est-à-dire que je leur ai dit, voilà, je vais pas faire du trading en réel, je peux pas faire et du trading à longueur de journée et de l'analyse, etc. Nadia, c'est pareil, mais étant donné qu'on étudie des actifs tous les jours, eh bien, de temps à autre, on va aller prendre une position en virtuel sur tel ou tel actif avec un stop, un objectif, et puis on va consigner l'ensemble de nos trades et faire une performance. J'ai remarqué que beaucoup de monde avait des connaissances en analyse technique, en analyse fondamentale, mais pas beaucoup en money management. Donc, le fait d'ouvrir ce journal de trading, alors mon journal de trading, il est sur le forum DailyFX. Il y a une partie là en bas du site, c'est les journaux de trading. Donc il y en a plein qui ont des journaux de trading. Et puis Nadia et moi, on en a. Elle est plutôt swing trading. Moi, je suis plutôt intraday ou sur une ou deux séances. Et donc le but, c'est de faire l'analyse le matin, d'identifier support et résistance, de dire si je suis plutôt chaud pour payer le support ou vendre la résistance, de le faire. En fonction de mon avis sur le marché, d'y assigner un levier. Et puis de gérer la position, remonter le stop, le mettre à zéro, couper la moitié de la position sur le premier objectif, laisser filer l'autre partie, etc., etc. Le but donc puis c'est aussi de faire des erreurs. C'est d'augmenter le levier, de se tromper, de faire une bourde, de mal placer un stop. Ça montre la réalité du trading. Donc le but, c'était de dire, voilà, j'ai un portefeuille virtuel de 10 000 $. Je vais trader en effet de levier 3 à 5, ce qui reste correct, donc entre 30 000 et 50 000 $. Je vais risquer entre 2 à 3% maximum de mon capital par jour. Et puis, je vais trader régulièrement et voir comment la perf évolue. Et après, si tu veux, Fabien, il y a des personnes qui me disent oui, mais c'est du virtuel, c'est pas comme le réel. À ces personnes-là, je leur réponds que entre nous, entre trader un portefeuille de 10 000 $ où mon risque c'est d'en perdre 200 sur la journée, entre le faire en réel ou en virtuel, pour moi, c'est quasiment la même chose. Je dirais même que j'ai d'autant de pression à donner quand je sais que je rentre à l'achat et que je dis je rentre à l'achat. J'ai autant de pression de savoir que j'ai 3000 lecteurs et clients qui lisent que je fais ça, plus que si j'étais en réel, à savoir gagner ou perdre 100 euros. Tu vois, c'est pas que j'accorde pas d'importance à 100 euros, c'est de l'argent, mais c'est du virtuel, mais c'est sérieux. Quand tu sais que tu as l'ensemble de tes clients et lecteurs qui le lisent, tu sais que si les résultats ne sont pas au rendez-vous, les gens vont arrêter de te lire. Ouais, C'est bien peut-être sûr. ça qui fait qu'il y a beaucoup de sites qui ne publient pas leurs résultats. Bah oui, bah, bien sûr, oui, oui, ça me semble évident. Après, il y a aussi peut-être la difficulté. Bon, quoique, non, c'est quand même pas compliqué de faire un suivi de résultat. Oh non, c'est Non, pas ouais, c'est pas compliqué. compliqué. Non, ce que je veux dire, c'est ton journal de trading, on peut avoir un lien pour que je le transmette sur le chat écrit. Ouais, je te donne ça tout de suite. Alors après, parce que je vois que ça s'énerve sur le chat, je vais transmettre vos questions, ne vous inquiétez pas, c'est juste, voilà, faut quand même laisser, voilà, développer l'interview, etc. Mais là, je vais poser les questions tout de suite. Je te l'envoie là. Ok. Alors, je vous mets sur le chat le lien vers le journal de trading donc, de Nicolas et des autres analystes FXM si j'ai bien compris. Et donc, on va enchaîner avec Ça, c'est quelques le mien, questions. mais après, si tu reviens à la racine, voilà, tu trouves les autres journaux, les autres sections. Alors, Ok, vas-y, parfait. question. Ouais, alors il y en a beaucoup, celles que j'aurais pas eu le temps de transmettre, désolé. Alors Phil qui disait les actifs risqués sont-ils souvent décorrélés et si oui, cela dure-t-il longtemps? Alors, normalement, et c'est ce que j'écris dans mon analyse, les actifs risqués sont totalement corrélés. C'est-à-dire qu'on a deux groupes. D'un côté, on a les monnaies refuges qui sont le franc suisse, le yen et le dollar.
Je vous rappelle que l'or n'est pas une valeur refuge, c'est totalement faux. La définition d'une valeur refuge, c'est une valeur qui n'a pas de corrélation. Or, l'or étant inversement corrélé au dollar, il y a corrélation, donc ce n'est pas un refuge au sens propre du terme. Alors après, il est vrai qu'en période de taux d'intérêt bas et d'actions qui ne montent pas beaucoup, les investisseurs ont acheté de l'or. Et donc, ça a fait monter l'or. On était dans une belle tendance haussière, mais on voit bien que quand ça baisse ces derniers temps, l'or n'est pas un refuge. Bon, bref, passons. Donc, on a ces deux groupes, yen, CHF et dollar, qui sont les actifs refuges. Et de l'autre côté, on a tout le reste. L'euro, la livre, le dollar néo-zélandais, le dollar canadien, le pétrole, l'or, l'argent, les indices. Tout ça, ça va ensemble. Et donc, il y a encore un mois de cela, bah, quand l'or montait, c'est que l'euro montait, c'est que le pétrole montait, c'est que les indices montaient, tout allait bien, tout était corrélé. Et depuis quelques jours, c'est le bazar complet. C'est-à-dire qu'on a déjà une décorrélation complète entre les paires d'actifs risqués, les matières premières et les indices. On a d'une part des indices qui montent en ligne droite parce qu'il y a soi-disant donc des bons chiffres, des bonnes statistiques et puis pas de perspective de récession en double creux pour l'instant. On a les matières premières qui sont sur le fil du rasoir et puis l'or qui sous-performe très nettement. Et puis on a les paires d'actifs risqués qui pâtissent d'un dollar fort. Donc, ce qui a changé, c'est c'est le dollar index. Alors là, ce que vous regardez, c'est le graphique du dollar index FXCM. Le dollar index que tout le monde connaît, il y a 70% d'euros dedans, donc on le trouvait pas bien, donc on en a créé un avec 25% d'euros, 25% de livres, 25% de yens, 25% de dollars australiens ou CHF, je me rappelle plus. Bref, là on voit bien que le dollar index était dans une consolidation, ça c'est sur les 5 derniers mois, et puis il est en train de tenter de s'extraire d'un triangle par le haut et de partir à la hausse. Vous me direz oui, mais normalement le dollar c'est un actif refuge, il monte quand les indices baissent. Eh bien c'est ce qui a changé justement. Le dollar américain monte désormais quand les statistiques sont bonnes, car plus les statistiques sont bonnes, plus les perspectives d'un plan d'assouplissement quantitatif numéro 3 s'évaporent. Si on faisait de l'assouplissement quantitatif, ça pèserait sur le dollar. On augmente les liquidités, on fait baisser mécaniquement la valeur du dollar. S'il n'y a pas de plan d'assouplissement, bah, le dollar, disons qu'il est dans un range de moyen terme. Si les stats sont bonnes, il monte. Si les stats sont mauvaises, il rebaisse. Bah, en ce moment, on a des bons chiffres américains. Et en fait, j'ai l'impression qu'on assiste à une vague d'arbitrage massif. C'est-à-dire que les investisseurs considèrent le dollar néo-zélandais et australien comme un peu trop haut et corrélé aux matières premières, donc avec des risques baissiers. L'euro, c'est les risques sur l'eurozone, etc. Donc on sort un peu des paires d'actifs risqués habituels, euro, dollar, dollar néo-zélandais, et on revient sur du dollar américain. Est-ce que ça va durer ou non? Généralement, ça dure jamais très longtemps. Mais de là à vous donner une date butoir ou une période, je ne serai pas présomptueux à ce point. Je pense juste que euh, on a besoin que la situation se décante. On a besoin de voir si les actifs risqués peuvent tenir bon malgré un dollar haut, ou bien si le dollar va littéralement exploser, auquel cas on a l'euro, l'AUD, le NZD qui vont tous retracer une bonne partie de la hausse qu'ils venaient de faire précédemment. Donc, je vous invite en fait à être prudent et à faire beaucoup moins attention aux corrélations qu'habituellement. C'est là où l'aspect fondamental, je l'écarte et où je prends le technique. Euh, je note que l'actif qui sous-performe le plus ces derniers temps, c'est l'or. Donc, si j'ai envie de shorter quelque chose, je short de l'or. Je note que l'actif le plus fort, c'est le Dow Jones et le SP500. Si je veux payer un actif, je paye du SP500. Et pour les trader, plutôt que de regarder des corrélations comme habituellement, je les trade tout seul avec les seuils techniques. Voilà à peu près ce qui se passe sur les marchés, des décorrélations, je pense des flux de capitaux énormes. Ah oui, autre chose ici concernant le dollar, c'est que je vous ai dit qu'il y avait trois monnaies refuges, le yen, le franc suisse et le dollar américain. Le problème, c'est que le franc suisse, il est cadenassé, il ne peut pas monter, puisque à 1,20, il y a BNS. Alors, deux Donc, petites secondes, Nicolas, il y a un problème de son là. Alors, je sais pas si c'est ta connexion ou la mienne qui va mal. Alors, je sais pas, réessaye de parler, voir. tu m'entends bien là? Voilà, là c'est mieux. Ok, tu peux reprendre. Donc là, le franc suisse,
je parle du franc suisse. Non, Que pardon, ouais, Nicolas, non, en ça gros, coupe. Attends, je vais essayer de te rappeler. Je vais essayer de te rappeler tout de suite. Ok, ok. Oui, Fabien. Ouais, là ça a l'air mieux, ok. Donc bah, tu peux remettre ton écran s'il te plaît. Donc, ah oui, Ouais. tac, tac, tac. Donc, la deuxième chose par rapport Donc, il y a déjà une première chose. On a actifs risqués et actifs refuges, et on voit qu'en ce moment, à l'intérieur des actifs risqués, c'est un peu le bazar. Il y en a qui sont pas corrélés dollars, les indices, donc ils montent. Les autres qui sont corrélés dollars, puisque le dollar monte trop, ils baissent. Mais c'est mécanique. D'autre part, il y a aussi des gros changements, des flux de capitaux énormes au niveau des refuges. Normalement, il y a le dollar, le yen, le CHF. Sauf que le CHF, bah, les investisseurs arrêtent d'en payer puisque s'il monte encore, la BNS va intervenir et le faire baisser. Donc ils n'ont pas intérêt à payer du CHF puisqu'il est bloqué en quelque sorte. Donc il leur reste le dollar et le yen. Le problème avec le yen, c'est que bah, le yen est en train de perdre son statut de valeur défensive. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu Fukushima, c'est retombé sur l'économie, les révisions à la baisse du PIB, le plan d'assouplissement quantitatif japonais, bref, beaucoup de choses qui font que le yen a perdu la cote. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu la paire USD-yen se retourner littéralement à moyen terme. Alors après, est-ce que c'est un retournement de long terme? J'en sais rien. Mais on a déjà pris 800 points et on peut en prendre 1000, 1500. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc les investisseurs, bah, en gros, ils sont en train de sortir du franc suisse, sortir du yen, puisqu'il y a de l'appétit pour le risque, à quoi bon rester sur les refuges. Et ça aussi, ça va où? Bah, ça va sur le dollar. Donc le dollar, il profite de bons chiffres, de pas de plan d'assouplissement quantitatif et en plus de flux de capitaux à l'intérieur des actifs refuges où il devient le refuge de référence. Donc en ce moment, on a des investisseurs qui payent du dollar parce qu'ils sont confiants sur l'économie américaine et on a d'autres investisseurs qui sont quant à eux pas du tout confiants et qui sont donc short ou acheteurs d'actifs refuges. Et eux, bah, ils ont bazardé leur franc suisse et leur yen et ils achètent du dollar. Donc en fait, tout le monde paye du dollar, que ce soit pour jouer la hausse ou la baisse. Et c'est ça qui fait qu'on a des mouvements bien particuliers. Et donc bah, pour Ouais. toi cet appétit pour le dollar devrait continuer ou bah, pour l'instant Bah, ok on a des bons chiffres US qui tombent, ça semble relancer l'économie. Tant qu'il y a des bons chiffres, on ne semble pas se diriger vers un QE3 ou en tout cas ça sera forcément moins accommodant puisqu'on ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Le fait est qu'ils ont déjà imprimé énormément de dollars, qu'il y a un moment où, enfin, je veux dire, est-ce que à ton avis ça va durer longtemps cet appétit pour le dollar? théoriquement, non, puisque le dollar est une monnaie qui, à très long terme et long terme, est baissière. Il monte de temps à autre quand on spécule sur l'économie, comme on est en train de le faire actuellement, donc des bons chiffres économiques et puis des perspectives de taux relevés, ou bien il monte quand il y a une forte aversion au risque. Mais sinon, mis à part ces séquences un peu particulières de marché, il ne fait que baisser depuis 50 ans, le dollar. Donc, je pense que de toute façon, il finira par retomber. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il va bloquer sur la zone de prix actuelle ou est-ce qu'il va en sortir par le haut? Parce que là, on est quand même dans un triangle de compression. Si on en sort par le haut, l'objectif, c'est 10 600 sur mon dollar index à moi. Ça donne un euro-dollar à 1,22, tu vois. Donc, donc en fait, si je devais émettre un scénario, ce que je fais très rarement pour du moyen long terme, bah, je dirais qu'à court terme, tout va bien, Madame la Marquise. On a des bons chiffres économiques, des bonnes statistiques, que dans les 3 mois à 6 mois à venir, de toute façon, je pense que les effets des différents plans d'assouplissement bah, s'évaporeront. Donc les chiffres se détérioreront de nouveau. Donc on devrait à ce moment-là avoir baisse des indices, baisse des actifs risqués et puis potentiellement un QE3. Donc en fait, si je devais te matérialiser ça techniquement, je te dirais voilà, imaginons que dans les semaines à venir, il y ait dégradation ou problème avec la Grèce, l'Italie et autres. On vient vers un 26, on les casse, on va en direction des 1,20, 1,22, on se retrouve là-bas, tout est en baisse, les indices sont en baisse, etc. Et puis là, ils commencent à nous reparler de QE3, et là, on repartirait. Tu vois? Bon, ça c'est quand on essaye de mettre un timing là-dessus. Mais c'est très très compliqué.
Donc, encore une fois, c'est là où je vous dis, faites attention aux fondamentales. Je suis en train de vous dire que de toute façon, ça retombera. Ça veut dire qu'il y en a certains qui vont shorter le dollar dans toute sa montée, s'il doit y monter, tu vois. Donc soyez conscients du long terme où ça va baisser, mais soyez conscients que aucun de ceux qui m'écoutent actuellement, je pense, ne font de long terme. Tu dois le voir toi, Fabien. Euh, on a énormément de traders qui font de l'intraday et qui font du swing trading sur quelques séances. Mais rares sont ceux qui font du long terme. Donc tenir des positions vendeuses sur le dollar ou acheteuses sur l'euro-dollar, non, c'est pas quelque chose que je pense possible. Maintenant, à savoir si dans 3 à 6 mois, les chiffres vont se détériorer, on reparlera de QE3 et les États-Unis, les indices devraient retomber. Oui, je pense que ça aura lieu. Mais plutôt que de se mettre en face, bah on peut en profiter et jouer la hausse, et de deux, on peut attendre un signal baissier. Moi, c'est ce que je recommande le plus. Si on n'est pas à l'achat sur les indices et qu'on n'arrive pas à les acheter parce que ça donne le tournis tellement on est haut, eh bien, on attend des signaux clairs. D'accord, ok. Un petit mot à propos de ça, long terme, moyen terme, court terme. Toi, on sait qu'il y a une majorité de traders qui perdent de l'argent au niveau des traders particuliers. Il y a des chiffres qui sont publiés Mhm. aux États-Unis parce que la NFA demande ça. Donc Ouais. ça tourne autour de 60-70% en gros de traders perdants au Mhm. niveau des traders particuliers. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et on sait que la plupart des gens se dirigent vers le court terme. Est-ce que c'est pas une difficulté en fait de se diriger vers le court terme? Est-ce que tu penses qu'en fait c'est... Enfin, à ton avis, quel est l'horizon de temps idéal pour un trader et comment ça se définit? Voilà. Alors, concrètement, je descends très rarement sous l'horaire. Tu vois, là, j'ai un graphique 15 minutes sous les yeux, c'est parce que je surveille le seuil des 1,30-30 et voilà. Sinon, moi, j'ai toujours un graphique hebdomadaire, un graphique journalier et un graphique horaire. Et je trade en horaire. Après, le 15 minutes va me servir à affiner mon point de sortie ou mon entrée. Mais je ne fais pas du tout de scalping. Je ne fais pas du tout de 1 minute, 5 minutes et d'analyse d'oscillateurs sur les unités de temps très courtes. Je fais des graphiques où je note des beaux supports, des belles résistances sur le 4 heures et le daily. Et c'est ces supports et résistances-là que je vais jouer en me mettant en horaire avec mes canaux, mes figures de retournement potentiel, etc. Donc je descends très rarement dans les unités de temps courtes parce que des chandeliers sur du 5 minutes, ça marche pas. Concrètement, ça marche pas. C'est pas assez fiable pour moi. Euh, Concernant les pourcentages de traders, j'ai deux choses à dire. La première chose, pourquoi on a Bien. pas de souci. Donc là, a priori, ça va être revenu. Alors, je vais juste attendre la confirmation des gens sur le chat. C'est bien revenu au niveau du son et de l'image. Voilà. Ok, c'est bon, c'est revenu, Nicolas. Tu peux reprendre, désolé. Donc par rapport aux gagnants-perdants, euh, il y a eu énormément de courtiers de Chypre, de Malte, de pas mal d'endroits qui ont ouvert ces derniers temps, qui ont permis aux gens d'ouvrir des comptes avec 200 euros ou 500 euros. Donc il y a tous les joueurs de PMU, de casino et les parieurs qui sont venus sur le marché d'échange. Et c'est pour ça qu'ils sont venus se cramer littéralement sur le marché d'échange et que les statistiques des perdants sont aussi fortes. La deuxième chose qui font qu'il y ait autant de perdants, c'est le levier. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui font la promotion du levier 200, 500. Et le pire, c'est pas ceux qui en font la promotion, c'est ceux qui l'utilisent. Parce que forcément, ils vont se cramer avec le temps. Donc c'est la faute du particulier. Pour revenir là-dessus, pourquoi on a 70% de perdants? Bah, concrètement, pour moi, c'est une question de rigueur. Beaucoup d'entre vous connaissent de l'analyse technique et ou de l'analyse fondamentale, mais très peu d'entre vous, quand ils tradent en intraday ou en daily, ont un plan de trading avec un stop, un objectif, un levier. Très peu d'entre vous ont des règles de trading avec le levier maximum, la perte maximum par jour, les objectifs de fin de semaine, etc., etc. Donc, si tu veux, je trouve aujourd'hui on trouve beaucoup de connaissances, de webinaires, etc. sur l'analyse technique et les fondamentaux. Pour moi, n'importe qui peut les apprendre et puis les appréhender. Mais très peu parlent de money management et de règles de trading. Très peu en ont. Et les seuls que je connais qui gagnent de l'argent tous les jours sur les marchés, enfin régulièrement, pas tous les jours, il y a des jours où on perd, eh bien les seuls que je connais qui gagnent de l'argent régulièrement, ils ont des règles de trading. Et une fois qu'on a
fondamental, technique et money management, plan de trading. Le dernier petit truc, c'est le psychologique. Et là, dans le psychologique, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui doivent travailler leur biais psychologique pour s'améliorer. Et puis, il y a aussi ceux qui ne sont pas faits pour le trading. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de perdants parce que les gens ne vont pas jusqu'au bout. Ils apprennent un peu de technique, de fondamental, puis hop, c'est parti sur les marchés. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de point d'entrée, ils n'ont pas de point de sortie, ils n'ont pas de levier maximum. C'est au petit bonheur la chance. Donc il y a ceux qui le font sérieusement et puis beaucoup d'autres. Voilà. Donc ça c'est au niveau des pourcentages. Après, si tu veux que je te donne des pourcentages, chez FXM, il y a 70% de perdants, 30% de gagnants. On a remarqué que 62% des traders étaient dans le bon sens quand ils ouvraient une position sur l'eurodoll. Pardon, mais comment vous pouvez juger ça en fait, et dans le bon sens, c'est-à-dire en fait vous prenez quoi, une heure après, un jour après, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, voilà, on prend les cours à H1 après, une heure après, tu vois, pour faire des statistiques. On prend des ordres ouverts par des clients et puis on prend les données, on les compare et on a constaté que les clients étaient tu peux le voir en fait juste pour t'étudier les positions clôturées, puis tu regardes si elle est passée dans le vert ou pas, très rapidement. Non, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand vous gagnez peu, quand vous perdez beaucoup. Donc les gens, ils gagnent 20 pips, puis 20 pips, et puis derrière, ils en perdent 70 parce qu'ils n'ont pas mis de stop. Ou sinon, il y a le deuxième exemple, c'est je gagne 20 pips, je regagne 20 pips, et puis la quatrième fois, je mets un levier x5. Et là, je perds 20 pips, levier x5, et au final, je perds à la fin de ma journée. Donc c'est encore une fois, parce qu'il n'y a pas de money management et pas de règles de trading, qu'il y a perte au final. Mais si on regarde dans quel sens sont ouvertes les positions, généralement c'est dans le bon sens, donc avec un bon money management chez tout le monde, eh bien on aurait bien plus de gagnants que de perdants. Voilà. Après, il y a des statistiques selon lesquelles on a quand même bien plus de gagnants dans nos clients pour ceux qui ont des comptes supérieurs à 10 000 $. Parce que ceux qui mettent de l'argent sur leur compte, sérieusement, qui mettent 10 000, 20 000, 50 000, quand ils font de la bourse, ils font ça bien. Alors qu'il y en a certains qui mettent 500 € sur un compte comme ils mettraient 500 € sur une table de poker, et c'est pour ça qu'ils traitent n'importe comment, et c'est pour ça qu'au final, ça finit toujours en perte. Donc on a plus de gagnants chez les clients qui mettent des sommes un peu plus importantes. Et enfin, pour en finir avec les statistiques, on a plus de gagnants qui tradent la nuit. C'est-à-dire que les Français tradent beaucoup le matin et l'après-midi. Le matin, ça peut aller. L'après-midi, c'est souvent la volatilité des faux signaux avec les US. Et puis, il y en a qui tradent le soir, après 20 heures. Or, il se trouve qu'entre 20 heures et 5 heures du matin, les marchés sont calmes, les signaux sont corrects et en fait, il n'y a pas de décalage fort dans la volatilité. Donc même quand ils perdent pas grand-chose. Et donc au final, ceux qui tradent en période de faible volatilité gagnent plus d'argent que ceux qui tradent en pleine journée quand c'est parfois le Bronx total. Ok, très bien, c'est vraiment intéressant à savoir et c'était pas des choses que je savais, donc merci pour l'explication. Alors, tu vois, moi j'ai eu une période où je ne tradais que la nuit, à titre personnel. Je ne tradais que entre minuit et 3 heures du matin sur le dollar australien pour jouer les statistiques asiatiques ou bien juste le dollar australien de nuit. Et c'était très plaisant. Alors que parfois en journée, quand tu trades l'euro, ça peut être vraiment prise de tête. D'accord, ok. Alors, je continue à transmettre des questions, sinon on va me faire la guerre. Donc, William qui disait... alors, est-ce que tu penses... Lui, il demandait ne ferait-il pas essayer de trouver d'autres voies pour combattre les algorithmes? En fait, est-ce que tu penses que le marché du Forex est manipulé par certains algorithmes, etc. Ou alors est-ce que tu penses qu'il est trop gros pour être manipulé? Parce que des fois, on observe des mouvements un peu bizarres, notamment à court terme. Est-ce que tu penses qu'il y a des grosses mains qui arrivent à manipuler un marché aussi gros que, par exemple, l'euro-dollar, ça paraît vraiment énorme, ou d'autres paires majeures? Alors, si tu veux, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on a des teneurs de marché, des brokers, des banques qui nous parlent d'un marché ouvert, liquide, où tout le monde a sa chance, les petits comme les gros. Et puis d'un autre côté, on a des sites qui disent on est manipulé, les gros gagnent toujours, les petits perdent toujours, etc. Le problème, c'est que j'ai rarement trouvé des gens qui ont la connaissance des deux choses et qui arrivent à rester neutres au milieu, ce que j'essaye de faire le plus possible. Évidemment que les marchés sont manipulés.
Évidemment qu'il y a des grosses mains derrière, des grosses sociétés, des groupements de personnes ultra riches qui vont aller engendrer des mouvements de moyen terme ou de très court terme sur actions, options ou l'or et l'argent dont on parlait des manipulations. Évidemment qu'il y en a. Mais si vous arrêtez là-dessus, vous arrêtez de trader demain. Et c'est fini. Parce qu'on se dit, ouais, c'est manipulé, de toute façon, je perds parce que il y a les robots. Etc. Donc bon, bref. Bon, c'est pas le seul problème, c'est qu'à chaque fois je dois remettre et donc ça, bah voilà, là c'est bon, c'est reparti normalement, mais il faut juste que je m'assure que tout le monde entend bien. Donc vous me dites si c'est revenu. Et donc Nicolas va reprendre. Désolé, Donc hein, voilà, pour la ce souci théorie du technique. complot. Alors 2 secondes, parce que attends, les gens m'ont pas dit que c'était revenu, j'attends juste leur confirmation. Voilà, c'est bon, ok, tu peux reprendre Nicolas. Donc on en était à la théorie du complot et au fait que les marchés sont manipulés, manipulables. Si vous le pensez et que ça vous dérange, arrêtez la bourse. Parce que de toute façon, manipulés et manipulables, les marchés le sont depuis 100 ans et le seront toujours. Après, est-ce que c'est des marchés où en tant que particulier on n'a plus de chances de gagner? Je pense que ça c'est totalement faux. Je connais beaucoup de traders particuliers qui traitent pour eux, ils prennent 40 pips par jour, ils sortent du marché, basta, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Est-ce qu'aujourd'hui les marchés sont faits par des algorithmes? Je pense qu'il y a une bonne partie d'algorithmes, mais de toute façon, ce qui va faire bouger le marché, c'est l'appétit ou l'aversion au risque. Et ça va être quelque chose de subjectif. Ça va donc être un sentiment. Ça ne peut donc être réellement traduit que par des humains qui, eux, vont derrière orienter les positions de leurs fonds ou leurs algorithmes. Et ça fera le marché par la suite. Donc les algorithmes sont un instrument, mais c'est pas eux qui font le marché, c'est les hommes qui sont derrière. Donc moi j'ai quitté le marché action. Avant j'étais sur le marché action et quand je voyais certaines manipulations de carnet d'ordre, certains trous d'air sur certains titres, ça me faisait sourire et je me disais c'est clair que moi j'aurais 3 ou 4 5 millions sur certaines small caps. J'irais faire sauter les stops, ramasser tout le monde à l'achat et puis c'est parti. C'est pour ça que je suis passé sur le forex qui est tellement liquide que je vois mal comment une banque pourrait modifier la courbe de l'euro-dollar. On peut le faire à très court terme, mais de là à initier des mouvements de moyen terme, ça me semble compliqué. Donc sortez un peu de la théorie du complot, ayez conscience que bien évidemment les marchés sont manipulés et manipulables, mais ils sont tradables comme ils l'ont toujours été, et c'est pas ça qui doit vous empêcher, vous embêter dans la façon d'opérer sur les marchés. Voilà. La seule chose que j'ai notée ces 5 dernières années, c'est qu'il y a plus de volume, plus de liquidité, plus de volatilité, et les cycles sont plus courts. Donc on a des cycles haussiers et baissiers qui sont plus courts et qui s'enchaînent. Après, bah, ça, il y a rien d'autre qu'à changer, hein. Les algorithmes et tout ça, qu'ils fassent leur boulot, ça nous empêchera pas de trader les supports et résistances. D'accord, ok, merci. Donc on passe à une autre question. Alors c'est toujours William qui l'a posée. Ok, donc en fait, bon là en l'occurrence la question c'était la MACD, le RSI et autres sont-ils en fin de vie? Mais en gros on peut, déjà tu peux répondre Oui. à ça et en plus on peut te demander ce que toi tu utilises et pourquoi techniquement comme indicateur en fait. Les indicateurs techniques, pour 90% d'entre eux, en fait, sont le reflet de ce que font les prix. La MACD, le RSI, le stochastique, qui sont les instruments de base donnés aux particuliers, sont calculés à partir des prix. Donc, plutôt que d'aller regarder un indicateur qui est la résultante des prix, moi, je regarde les prix. Donc, les indicateurs RSI, stochastique et MACD, je les ai dégagés, je m'en sers plus du tout. Les seuls indicateurs techniques aujourd'hui qui me servent, c'est les bandes de Bollinger et certaines moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, elles me servent à encadrer un actif. Exemple de l'or. L'or, on sait que si on met une moyenne mobile exponentielle à 34 périodes sur le graphique hebdomadaire, ça nous donne tous les points bas depuis 2 ans. Voilà. Donc, exemple d'un indicateur qui est utile, EMA 34 sur l'or. Bon, après, là, ces 6 derniers mois, on est peut-être en train de changer, de passer d'une dynamique haussière à une dynamique neutre. Donc, ça marche plus. Ou moins bien, parce que quand même, regarde, on a fait une touchette à 1660 sur cette moyenne mobile, on est revenu à 1710 avant de la casser au final. Donc ça c'est pour les moyennes mobiles. Sur l'euro-dollar, je me servais pas mal au mois de novembre-décembre, par exemple, de la EMA 17 qui bloquait toute montée des cours. Et en fait, je suis passé acheteur le 19-20 janvier quand on a cassé pour la première fois depuis 2 mois cette EMA.
Donc je me sers des moyennes mobiles, je me sers des supports et résistances, et en intraday, je me sers des bandes de Bollinger pour prendre connaissance de la dynamique en place et de la volatilité. Je vais me servir des bandes de Bollinger quand elles sont très resserrées pour anticiper un décalage, et puis je vais analyser leur orientation pour voir s'il reste du potentiel sur mon trade ou non dans l'unité de temps dans laquelle je l'ai initié. Donc MACD stochastique, RSI, SAR parabolique ou autre indicateur, non, j'en ai aucun sur mes graphiques. Moi, c'est support, résistance, concept de tendance, matérialisé parfois par des moyennes mobiles ou des canaux, et figure chartiste. Voilà. Donc, par exemple, là sur l'euro-dollar, j'ai un support journalier à 1,3030, ça fait 2 fois qu'on le teste, je reste positif tant qu'il tient parce que en données 2 heures, 4 heures, j'ai noté une figure d'élargissement avec des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Je note qu'on travaille le bas de ma figure d'élargissement. Si et seulement si le bas de ma figure d'élargissement casse et qu'on casse les 1,3030, mon support journalier les plus bas du jour, alors les vendeurs prennent la main, on continue de baisser. Si on arrive à tenir ce support journalier, à réintégrer la figure d'élargissement et à relancer, bah on peut très bien revoir un 32 ou un 33. Voilà, c'est comme ça que je construis mes scénarios. Je pars de l'actif sur le long terme, donc là, moyen terme, euro-dollar, dynamique baissière, tendance baissière, plus de risque baissier que haussier. Ensuite, je me mets en journalier, je constate que on est baissier, mais que sur les 1 mois et demi qui viennent de passer, en fait, on est dans un range entre 1,30 et 1,33. À 1,33, je vends, à 1,30, j'achète. Enfin, 1,30 exactement. Ce matin, on était à 1,3050. Bon, bah voilà, pour moi, c'est une zone d'achat potentielle. Si ça casse, je coupe et je passerai à la vente par la suite. Si ça tient, bah, je suis dedans pour jouer. Donc, tu vois les flèches sur mon graphique, les rebonds potentiels que pourrait engendrer ce support. Le marché d'échange est très liquide, donc graphiquement, il est propre. Donc ça veut dire que quand tu joues les cassures de support aux résistances, quand tu joues les seuils clés, qui sont les seuils journaliers principalement, bah généralement il y a du répondant. Donc voilà, moi c'est support, résistance, tendance, figure chartiste, point. Ça fait 10-11 ans que je fais de la bourse. Au début, j'avais des graphiques avec 5 indicateurs techniques, le SAR, les Bollinger, 4 moyennes mobiles et tout ça. Et là, je vais de plus en plus vers l'épuration du graphique, en fait. Ok, tu utilises les figures chartistes? Ouais. D'accord, et parce qu'il y en a beaucoup les figures chartistes en fait, donc majoritairement tu utilises les plus classiques, ouais. Épaule tête Bah, épaule et... alors, épaule tête épaule, faire très attention à ce type de figure parce que c'est les figures que tout le monde voit, que tout le monde joue, et c'est pour ça qu'elles marchent de moins en moins bien. Déjà, l'épaule tête épaule est une figure de retournement. Donc l'épaule tête-épaule, c'est une figure de retournement en tendance haussière. L'épaule tête-épaule inversée est une figure de retournement en tendance baissière. Tout le monde en ce moment me parle d'une épaule tête-épaule sur l'euro-dollar. Mais je rappelle que la vraie épaule tête-épaule en tant que figure chartiste, eh bien, elle se trouve à la fin d'une dynamique haussière. Donc on aurait dû avoir une hausse, puis épaule, tête, épaule, on casse la ligne de coup, derrière on baisse. Ok, sauf que là c'est une épaule, tête, épaule, soi-disant de continuation. Donc on est en dynamique baissière, on rebondit, on fait une épaule, tête, épaule, puis ça baisse. Donc tu vois déjà, très attention à comment définir une figure chartiste. Quand on lit Murphy, entre les volumes, l'angle, la façon dont on trace un triangle, sa longueur, le temps dans lequel le temps qu'on met à le former et le temps qu'on passe dedans, c'est des éléments très importants. Aujourd'hui, tout le monde fait du chartisme et trace des figures dans tous les sens. Donc, première chose, voilà, très attention à leur définition de base. Moi, j'aime bien, alors c'est rare, mais le diamant. Sur le 440, on avait un diamant qui était absolument magnifique. On en est sorti sans volume. À Noël, tout le monde était là, oui, mais ça monte sans volume, puis c'est la crise en Grèce, blablabla. Bla. Résultat, on a pris 20%. Voilà, le diamant, c'est la figure chartiste qui marche dans 80% des cas et 80% des cas sur les diamants sur le CAC, on va chercher l'objectif théorique. Donc c'est quand même exceptionnel. Après, j'utilise beaucoup les drapeaux, les triangles, les figures ouvertes. Comme là, par exemple, sur UD, j'ai comment dire, une figure d'élargissement. Sur l'euro-dollar, bah, j'ai aussi une figure d'élargissement en 4 heures, je t'en ai parlé, une sorte de porte-voix. Après, l'épaule tête-épaule, j'y fais attention.
parce que ils adorent rebondir sur ou juste dessous les lignes de coup. Donc imagine par exemple la ligne de coup est à un 30-30, on fait 60 points dessous, puis on reprend 200 points pour aller sortir tous les vendeurs de l'ETE, et ensuite on se casse vraiment la figure. C'est ce que j'ai noté ces derniers temps, les pullbacks sont très violents, de telle manière que tous les vendeurs qui ont vendu sur la ligne de pouce se font sortir sur les ETE. Donc il faut faire du chartisme, mais il faut pas aller chercher trop de figures, et quand on trouve une figure, il faut qu'elle soit propre et qu'elle corresponde à sa définition, et pas que ce soit une figure approximative. Et les Alors, figures chartistes en 5 minutes, c'est pas la peine. ouais, je t'entends moins bien là au niveau du son. C'est audible, mais je t'entends moins bien. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un problème de connexion ou je ne sais pas. Donc, bah, je vais te rappeler tout de suite. Allô. On peut continuer. Ok. Désolé, hein, c'est voilà. Pas de souci. On a aussi des problèmes de bande passante et tout ça, c'est pour ça qu'on est en train de passer sur une ligne internet ultra pro. J'en avais marre de faire du streaming et que ça fonctionne pas. Ok, pas de problème. Alors dis-moi. Oui, ok. Donc, bah, on avait fait le point là-dessus. Oui, Ouais, simplement donc une je finissais chose. par dire que les figures chartistes en 5 minutes, c'est pas la peine. Encore une fois, il faut sur de l'horaire, sur du 2 heures, du 4 heures, pourquoi pas, mais sur du 5 minutes, non, c'est pas la peine. D'accord. Alors, tu disais une chose intéressante, c'est que tu disais l'épaule d'épaule, tout le monde la regarde, c'est pour ça que ça marche pas. Mais les marchés étant régis par les lois de l'offre et la demande, en théorie, si tout le monde fait la même chose, ça devrait marcher. Qu'est-ce qui fait en fait pour toi qu'une figure trop connue comme l'épaule tête épaule ne marche plus? Est-ce que c'est justement parce que les gros le savent et à ce moment-là ils anticipent les réactions des petits, c'est des choses comme ça ou c'est autre chose alors? Euh, je sais pas, c'est difficile à dire. En fait, c'est plutôt sur la façon de le jouer, si tu veux, que les particuliers le font pas bien. Quand ils voient une épaule tête-épaule, ils savent que si on casse la ligne de coup, on va casser par le bas, on aura de beaux objectifs baissiers. Le problème, c'est que beaucoup short avant la cassure de la ligne de coup, ou bien quand on est sur la ligne de coup, bah, on fait 20 points sous la ligne de coup et ils short en se disant c'est bon, on a cassé, ça va y aller. Alors qu'une ligne de coup d'une tête-épaule en journalier, bah, on peut faire 30 points en dessous et puis remonter de plus belle pour piéger tout le monde. Donc c'est la façon de le faire. Normalement, une épaule tête-épaule, on a une ligne de coup, on la casse, on fait un pullback sur la ligne de coup et c'est le pullback qu'il faut shorter et pas autre chose. Donc il y en a qui sont offensifs, qui vont shorter la deuxième épaule, certes, en plus là ça se faisait. Mais ceux qui shortent la ligne de coup, au lieu de shorter avant la ligne de coup ou 10 points en dessous de la ligne de coup, attendez qu'on clôture dessous, que ça accélère, qu'on fasse un pullback et shorter le pullback. Là, vous respecterez les principes fondamentaux de l'analyse chartiste. Et vous ferez moins avoir par des fois des trous d'air de 20 points sous une ligne de coup pour mieux reprendre 150 points pour finalement derrière donner le signal vendeur tant escompté. Ok, donc ouais, toi tu serais vraiment appris on a eu plusieurs, bah, il y a plusieurs écoles justement, il y en a qui vont traiter directement les cassures, les choses comme ça. Toi, donc tu serais de ceux qui conseillent plutôt donc le pullback, donc attendre la confirmation de la cassure Ça et dépend un des retour. actifs. Ça dépend des actifs et de ton unité de temps. Je pars du principe que sur l'euro-dollar, si on a une épaule tête-épaule, il y a 500 points de potentiel baissier dessous. Donc, quitte à rater 50 points et à pas être dedans à la cassure, bah, j'attends le pullback et puis je trouverai bien un moyen de prendre le train en route. Au moins, moi, quand je vais prendre position, je sais que la ligne de coup aura été cassée, qu'un signal vendeur aura bien été donné. Ce qui n'est pas le cas de celui qui short le breakout en espérant qu'effectivement ça accélère. Après, si tu me parles d'intraday, là, c'est possible de faire du breakout. La tendance est baissière sur l'euro. Si on casse un 30-30, là, c'est possible de jouer un breakout vendeur et de jouer la baisse. Après, il y a des actifs sur lesquels il n'y a pas de pullback. Je pense notamment au pétrole ou à l'or. Des fois, l'or est dans un range et puis sort du range, il n'y a pas de pullback. Des fois, le pétrole est contenu sous une résistance, il la casse, il n'y a pas de pullback non plus. Donc, euh, donc ça dépend des actifs. D'accord, ok, merci. Alors, une autre question. Peut-on. Ouais, oui, après, ça va être une question spécifique par rapport au pétrole. Alors, attends, je suis en train de la lire. Peut-on entrer dans une période d'hyperinflation? Nous n'avons pas un mec de ce qui s'est passé pendant la crise italienne qui monte contre toutes les autres devises. Pourra-t-on avoir. Ok, ouais, ça fait beaucoup de questions en une. Je vais te les poser une par une. Mais en fait, là, c'est
pas vraiment par rapport au trading, c'est vraiment du fondamental, donc je sais pas si c'est des plus cohérents. Mais en Je connais gros, pas bien les fondamentaux du pétrole. Et je préfère te dire que je vais pas répondre à sa question pour pas l'induire en erreur. Je l'invite plutôt à aller sur la file pétrole, discuter avec Nadia, qui est notre spécialiste du pétrole et qui le suit tous les jours. Et puis même si ça va trop loin dans les fondamentaux, nous on s'arrêtera plutôt à l'analyse graphique parce que le pétrole, on peut dire beaucoup de choses. Euh, on peut dire énormément de choses. On peut dire que il est haussier, qu'il suit les indices, qu'il est corrélé aux indices. Tant que les indices monteront, le pétrole montera. En plus de ça, sur le pétrole, il y a le joker tension en Iran. Donc tant qu'il y a des tensions, il restera complètement perché. Euh, donc voilà, si le pétrole rallie les 110 ou les 112, je parle du WTI, il va arriver dans des zones d'objectifs sympathiques quand même pour ceux qui sont à l'achat. Faut pas oublier qu'on vient de 75. Je pense que les indices aussi vont arriver dans des zones hautes. Donc il y aura des perspectives baissières sur le pétrole. Maintenant, le pétrole, c'est l'actif, le seul actif que je ne shorte pas, parce qu'il y a les risques de guerre dessus. Donc je le trouve trop haut pour l'acheter et trop haut pour l'acheter, oui, et puis trop risqué pour le spéculatif, vendre, trop quoi, ouais. dangereux pour le vendre. Voilà. Ok. Une autre question, pourra-t-on avoir un euro-dollar à 0,78 selon toi puisqu'il y a Non, certains qui pensent pas vraiment du tout. que... Ouais, non, pour toi c'est pas Non, possible ça. non. Ok. Et alors, je sais pas si tu connais un peu l'or et l'argent, c'est un peu ton Ouais, domaine. ouais. Ouais, ok. Ouais, il fuit carrément. Donc c'est Enzo qui est vraiment un grand acheteur des métaux précieux et qui pense que dans les prochaines années, c'est ce qui va complètement dépasser les devises. Est-ce que tu penses qu'une explosion sur ces métaux est à prévoir? Non, pas du tout. C'est totalement l'inverse. Ça fait 2 ans que je suis foncièrement acheteur d'or et d'argent. Beaucoup pourront te le dire, ayant suivi mes conférences en 2010. J'étais acheteur d'argent à la cassure des plus hauts de plusieurs années à 20. On a continué de jouer la hausse en direction des plus hauts historiques qui se trouvaient à 50. L'objectif a été atteint. Et depuis, on est dans une consolidation de moyen terme. On est dans une dynamique baissière avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas sur l'argent. Et l'argent est sur les 32,50. L'argent adore tout l'acheter d'un coup. Il fait de 50 à 33 et de 40 à 26. D'après ce que je pense, et puis d'après aussi Pascal Caron, nos spécialistes de l'or et de l'argent sur le forum, Ah, ben, désolé comme Nicolas, il y on a l'a encore un fait les problème de dernières connexion fois, là, ça saccade en fait quand tu parles, alors je sais pas d'où vient le problème de connexion, est-ce que c'est toi ou moi, alors peut-être que ça va revenir, alors attends, essaye de reparler. Moi tu m'entends bien moi? bon, on verra. Ouais, moi c'est saccadé en fait, je sais pas vraiment à quoi c'est lié. Alors là vu qu'on n'utilise pas les graphiques actuellement, peut-être essaye d'enlever là le partage d'écran et tu le reprendras quand on aura besoin. Ouais, 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 ouais. Donc tu recliques sur le petit Arrêter le plus partage et d'écran. t'arrêtes le. Voilà. On va tester. Voilà. Alors, Tu donc tu m'entends nous bien là? expliquais, oui, là je t'entends mieux. Ouais. Donc tu disais qu'il y avait En, un de en, vos experts qui. En fait, l'or, déjà, c'est pas une valeur refuge, c'est corrélé inversement au dollar. Donc, si le dollar continue de monter, l'or baissera. Je suis haussier à long terme sur l'or. Ça veut dire que si on voit de l'or entre 1350 et 1420, là, j'achète. Mais de l'or à 1700, non merci. L'or vient de faire un double top à 1800. On est dans un range entre 1500 et 1800. Quand on échoue en haut d'un range, on retourne en bas. Donc déjà, c'est ce qu'on est en train de faire. On se dirige en direction des 1580, voire dessous des 1520, 1550. Si cette zone la casse, parce que le dollar s'envole, bah là on va chercher les plus hauts de 2010 ou de 2011, 1480, 1415, 1350. Si on regarde l'or à très long terme, eh ben, ça rendra pas l'or baissier d'aller jusque 1350, 1400. Par contre, ça sortira tous les particuliers qui ont acheté à 1700, 1800. Ça nettoiera bien le marché. Les acheteurs de moyen terme, les gros, les banques pourront se gaver. Et là, on pourra partir dans le sens de la dynamique long terme. Donc, si tu veux, à la limite, je préfère attendre que les 1800 cassent pour acheter sur breakout d'un niveau significatif pour viser les plus hauts à 1900, voire les 2000, etc. Mais pour l'instant, j'ai plutôt, techniquement parlant, des visions baissières de moyen terme en vue d'avoir des points d'achat de long terme.
L'argent, c'est pareil. Je pense que si on casse les 32, l'argent a des risques d'aller vers 30, voire 26. Et sous 26, c'est les 19-20, les fameux plus hauts de 2007 ou 8. Et ben là, je paye. Donc moi, je paye de l'or à 1350 et je paye de l'argent à 20. Mais je paye pas de l'argent à 32,50 sur un support qu'on attaque depuis plusieurs séances et qui, s'il casse, entraînera sûrement une nouvelle débandade sur les cours de l'argent comme on l'a eu lors des dernières semaines. Donc je comprends tout à fait, si tu veux, ton lecteur qui adore l'argent et l'or. En plus, généralement, les personnes qui traitent les métaux en ce moment, c'est ceux qui lisent Agora, Zero Hedge et autres vendeurs de fin du monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. J'adore ces sites et ces articles. Le problème, c'est que c'est fait pour de la connaissance, c'est pas fait pour du trading. Nous dire que le dollar va imploser et que l'or va redevenir une référence, c'est pas avec ça qu'on va faire du trading. Nous dire que si le dollar, il y a du QE3 qui continue de baisser, l'or va casser les 2000, oui. Sauf qu'ils omettent totalement que les États-Unis sont en train de se redresser. Donc voilà, moi l'or et l'argent, je suis acheteur de long terme. Je trouve que c'est des belles dynamiques de long terme. Je pense que dans les années à venir, on peut avoir des continuations de la dynamique en place. Mais faut pas acheter à n'importe quel prix et faut pas acheter quand la boulangère du coin vous dit ah vous avez vu l'or, dis donc moi j'en ai acheté, ça monte hein. Quand 90% des acteurs te parlent d'un actif et puis que David Pujadas sur TF1 parle de l'or qui casse ses plus hauts historiques, généralement c'est le moment de vendre. Ok, bah écoute, c'est clair au moins. Merci donc pour la réponse. Alors, on va prendre encore d'autres questions. Alors, donc ça on avait vu, il y a eu raison. C'est les haricots. Merci. Alors c'est pas mal Fabien parce que il y a un mec qui est en train, il y a un de nos membres qui est en train de m'écouter sur Vidéo Bourse avec toi et à qui je n'avais pas répondu et donc il pose sa question sur DailyFX et c'est Nadia qui me montre la question. Bon, c'était la question sur RSI MACD, on y a répondu. D'accord, ok, ouais, parfait. C'est marrant. Ouais. Ça on avait vu. Looking, non, ça va, tous mes collègues sont connectés, sont vraiment partout, ça on avait vu. Chercher, ok. Tu t'en fous que ce soit manipulé. Mettez-vous, ça on avait vu. Ça, Fab, question pour Nicolas. Alors, qu'est-ce que tu penses du market profile, Nicolas? C'est très bien. Hmm, C'est très bien, c'est une très bonne façon d'analyser les marchés, de regarder les zones travaillées. Généralement, les points donnés par le market profile, les points durs, là où il y a eu le plus de volume d'échanges, sont des points qui correspondent à des supports et résistances horizontaux. Après, comme je te l'ai dit, de l'intraday pur pour aller chercher 20 pips, je le fais très rarement. Donc, je pense que le market profile va plutôt servir à ceux qui font du très court terme ou de l'intraday. Je ne l'utilise pas, mais j'ai quelques membres de temps à autre qui font du market profile et quand on recoupe nos analyses chartiste et market profile, c'est pas mal du tout. Donc ça fait partie des choses, tu vois, que j'aimerais bien creuser, Ishimoku et le market profile, mais où je trouve pas le temps pour aller plus loin sur le sujet. Mais en tous les cas, sur les indices, je sais que beaucoup l'utilisent et que c'est pas mal du tout. Et sur le Forex, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas les volumes. Donc ça va dépendre de ta source d'information pour avoir des pseudo-volumes. Donc ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais non, sinon, en termes de technique, le market profile, c'est à prendre en considération. C'est comme toute technique de trading, il faut l'allier avec d'autres choses, donc le chartisme et autres, et puis surtout un bon money management. Bon, je suis en train de voir l'euro CHF qui s'envole là, c'est belle spéculation. Hein, ok, bah ouais, tiens d'ailleurs à propos de l'euro franc suisse, moi je suis acheteur à moyen terme, moi ça se passe bien, moi ça fait un moment. Voilà, moi je suis rentré par exemple, tu vois, là je me suis dit sur euro franc suisse, ça fait un moment là que je suis acheteur. J'étais Ouais. rentré à, enfin un moment c'est pas non plus super long, hein, mais c'était le 30 janvier dernier. Et en fait, Uh-huh. je m'étais dit, bah, justement, avec la BNS qui maintient les 1,20, bon, au final, historiquement, les banques centrales, quand elles ont essayé de maintenir un taux, elles ont souvent été battues. Mais en tout cas, à court Ouais. terme, vu qu'on avait déjà beaucoup dévissé ces dernières années sur euro, franc suisse, et qu'en plus, c'est toujours bon d'avoir une banque nationale En derrière soi, soutien. une position longue juste au-dessus des 1,20, en l'occurrence, je suis rentré à 1,2046, avec une banque centrale derrière soi et un bon swap positif. Je pensais que c'était un trade cohérent. J'avais mis mon stop en fait 100 pips plus bas.
Pour l'instant, ça se passe Mhm. bien. Ouais, j'ai accumulé, bon, c'est pas énorme parce que j'ai pris un micro lot. Ouais, Ouais, donc ben, 13 € 73 de swap positif et là 94 € de profit. Donc pour l'instant, je laisse ouais, courir sur du long terme. c'est Toi, du propre. dans le cadre de position de long terme de ce type, est-ce que tu étudies fortement les taux d'intérêt justement? Et Oui, c'est oui, un oui. élément décisif. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des devises océaniques qui sont trop hautes selon toi. Est-ce que c'est pas justement difficile de jouer les devises océaniques à la baisse, notamment sur du swing ou du long terme, à cause des swaps positifs, enfin négatifs en l'occurrence, très importants? Alors, si tu veux, en ce début d'année, moi j'avais deux analyses moyen terme. Les deux analyses moyen terme que j'ai écrites, c'est achat de l'euro CHF à proximité des 1,2020, 1,2040, donc seuils qui ont été atteints. Et ma deuxième analyse, c'était achat long terme sur l'USD Yen. Le problème, c'est que l'USD Yen, je l'achetais si on faisait un trou d'air sous les anciens plus bas historiques, sous 75,50, et on s'est arrêté à 76. Donc il est parti sans moi. Sur l'euro CHF, c'était mon point de moyen terme. J'en ai parlé à BFM. Tu retrouveras aussi beaucoup d'articles là-dessus sur DailyFX en janvier. Donc moi, j'achetais à 1,2020, 1,2023 et 1,2041. Ça faisait un prix de revient de 1,2030 en gros. Stop 1,199 pour jouer soit des spéculations, soit des interventions de banque centrale. Alors pour l'instant, c'est des spéculations. Si tu regardes en fait ton graphique en mars 2009, il y a la BNS qui a dit on va défendre les 1,50. Trois fois d'affilée, on a approché les 1,50. Il y a eu des réactions de 150-200 points entraînées par les spéculations, comme là c'est le cas. Et la quatrième fois, c'était la BNS. Donc en fait, moi j'ai acheté une première fois, j'ai pris 80 points, je suis sorti. Et figure-toi que la deuxième fois, j'ai pas pu rentrer. Pourquoi? Eh bien parce que en cours d'achat, le plus bas qu'on ait fait, c'est 1,2042 et mon achat était à 1,2041. Donc je t'envie avec ton achat à 1,2046, c'était bien joué. Mais oui, moi je suis fortement acheteur de cette zone de prix pour jouer spéculation et ou intervention de banque centrale. C'est pour moi, c'est une des stratégies les plus sûres et les plus faciles de 2012. Le problème, c'est que les traders n'ont pas la patience d'attendre parce que tu payes, t'attends parfois 15 jours, 3 semaines avant que ça démarre. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est une stratégie qui est bien. euh, Parce qu'elle prend du temps, elle est facile, voilà. Concernant le dollar australien néo-zélandais, alors, le fait que les taux soient hauts, ça ne m'empêche pas de shorter parce que, si tu veux, le fait que les taux soient hauts, bah déjà, ça nous donne un potentiel de baisse des taux assez conséquent en cas de contraction de la croissance. Et puis, en plus de ça, c'est des monnaies qu'on utilise pour le carry trade, l'AUD et le NZD. Parce que les taux sont hauts, on va emprunter en yens où les taux sont bas, on va les placer en dollars australiens, dollars néo-zélandais. Et ça va faire monter les monnaies. Par contre, ce que l'on remarque, c'est que quand les indices baissent, ce qui n'a pas été encore le cas, mais quand les indices lâchent, donc passent de haussier à baissier, eh bien là, sur les monnaies de carry trade, ça va encore plus vite. Donc, c'est des monnaies qui sont difficiles à shorter quand elles sont hautes parce que bah, ça ne veut pas lâcher. Par contre, quand ça lâche, là, faut pas se poser de questions. Ça va tout le temps, tout droit. Ok, donc oui, tu penses que ça peut être intéressant à jouer, donc sur quoi? Sur du swing par exemple, ces accélérations baissières dont tu parles? Oui, je pense que si dans les séances à venir, le dollar australien devait faire un rebond vers les 1,06, 1,07, c'est du bon point d'entrée de moyen terme à la vente. Si par contre il est en train de sortir de ma figure ouverte par le bas et qu'il casse sa MM200, c'est peut-être qu'on est en train de donner un signal de retournement à moyen terme. Auquel cas, là c'est des ventes avec des stops tout de même à 150-200 points. Mais si tu veux, c'est pour viser un potentiel de 450-600 points, quoi. Donc il y a un bon ratio risque-gain de 1 pour 4, 1 pour 5 parfois, qui peut être sympa. Parce que bon, là, on parle à un moment où c'est super tendu sur les marchés, hein. L'euro est en train de faire de l'équilibre sur les 1,30, le dollar s'envole, si le dollar s'envole, bah, et que les indices devaient par la suite baisser, parce que là, c'est le seul facteur qui nous manque en fait. Les paires d'actifs risqués, les matières premières, elles baissent et puis elles arrivent sur des niveaux, elles tentent de réagir. Il manquerait plus qu'on ait les indices qui consolident, voire qui corrigent. Et alors là, c'est la bérésina sur l'ensemble du marché, hein. On, on part à la baisse partout. Et donc là, jouer en plus de l'euro, avoir de la ligne sur de l'AUD, ça peut être intéressant, ouais.
pour du swing trading. D'accord, très bien, bah, stratégie enregistrée. Merci du point de vue. Alors, continue à faire le point sur les questions. Voilà. Là, moi, j'aurais une autre question. C'est par rapport, en fait, bon, l'analyse technique, c'est important. Les fondamentales, c'est important. On peut cumuler les deux. On peut donner plus ou moins de poids à l'un ou l'autre. Une autre chose qui est importante, c'est de comprendre la psychologie des intervenants et notamment des gros. Par rapport à un produit précis. Est-ce que déjà toi c'est quelque chose à laquelle tu t'intéresses et ensuite comment d'après toi, en fait, suivre ou avoir une idée de ce que font les gros? Est-ce qu'il faut regarder les choses comme les barrières d'options, des choses comme ça? Alors les barrières d'options, je ne connais pas. Je sais qu'on a un analyste qui bosse avec nous qui les regarde beaucoup. J'ai pas l'impression que ça m'ait manqué jusqu'ici. Donc voilà pour ce qui est des barrières d'options, même si ça peut être un plus, des plus on peut en trouver à droite à gauche. Après, avoir le sentiment des gros investisseurs, je connais pas le directeur de Goldman Sachs, mais bon, je connais quelques analystes ou traders dans des banques privées. Donc là, ça permet de les avoir au téléphone de temps à autre, puis d'avoir des idées de trading ou bien des avis sur ce que eux font. Et puis ça, je les retransmets aux personnes avec qui on fait les morning meetings ou le forum. Donc ils en jouissent. Après, le particulier qui veut non pas suivre un analyste ou autre, mais vraiment tout faire lui-même. Quand on est client chez FXCM, on a accès au SSI. Le SSI, c'est les positions des clients particuliers de nos 250 000 clients à travers le monde. Tu as deux solutions. Ou tu regardes ce que font les gros, sachant qu'il y a des gros qui parfois perdent. Ou sinon, si tu veux vraiment être sûr, tu regardes ce que font les petits et tu fais l'inverse. Et donc pour ça, on a le SSI. Et donc le SSI, par exemple, nous a indiqué que quand l'euro-dollar s'est retourné à 1,29, eh bien, on a eu une majorité qui est passée vendeuse. Et le SSI n'a fait que monter jusqu'à 1,35. Et à 1,35, ça s'est calmé. Ça nous a permis de voir qu'il y avait plus de 60% des particuliers qui shortaient l'euro-dollar dans toute la montée et ça nous permettait d'entrevoir de nouveau plus haut. Et puis quand ça a commencé à se retourner et qu'on a vu que ici, enfin, tu vois plus mon graphique, mais quand on est baissé de 1,3480 à 1,33 très rapidement, eh bien, ça a sonné le glas donc des acheteurs et on a vu que plus ça baissait, plus les particuliers passaient à l'achat. Et ça te fait dire que la baisse peut continuer parce que s'ils commencent à devenir majoritairement acheteurs quand on baisse, à chaque fois qu'il y a une majorité dans un sens, faut faire le contraire. Voilà. Mais pourtant, tu disais Donc, tout à l'heure que la majorité des traders particuliers avaient raison au niveau de la direction de leur trade. certes, certes. Après, il faut croire que il y a la tenue des trades aussi. Il y en a beaucoup qui tiennent des positions perdantes. À un instant T, tu as des personnes qui ouvrent le trade et puis les gagnants peut-être un petit peu. Mais au final, on regarde les positions à un instant T des 250 000 clients. On voit qu'il y a 120 000 clients sur l'euro-dollar. On voit qu'il y a 80 000 d'entre eux qui sont acheteurs, les autres vendeurs. Alors après, on ne sait pas si c'est un scalper en 5 minutes ou un investisseur de long terme. Mais ça donne quand même une bonne petite idée. Parce que comme on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, les particuliers, ils ont un problème. Quand ils ont des gains, ils les prennent trop rapidement. Quand ils ont des pertes, ils les laissent courir. Donc c'est souvent le cas. Quand on donne des signaux baissiers, tout le monde se laisse courir. Et donc peut-être qu'au début, ils étaient dans le bon sens. Mais au final, ils tiennent des positions perdantes et puis ils se laissent déborder. Et plus ça baisse, plus les acheteurs payent. Ok, ok. Donc, alors, ça, on avait vu. Alors, ça, ok. Tout ça, on avait vu. Question pour Nicolas. Kirikou, tu disais il manque du chartisme sur son site. Est-ce que tu peux préciser exactement de quel site tu parles et ce que tu veux dire par là? Et toi, Nicolas, au niveau du chartisme, moi ce que j'entends par chartisme, c'est en fait surtout support résistance, mais je pense aussi à l'étude des chandeliers, c'est plutôt sur ça que je vais te questionner. Est-ce que tu te sers justement de l'étude des chandeliers avec des choses comme des englobantes, des marteaux, Ouais, bien etc. sûr, bien sûr. Un beau marteau daily avec une mèche sous un support, c'est magnifique. Un avalement baissier, des choses comme ça, c'est des choses effectivement que je vais regarder. Donc comme je l'ai dit, hein, je regarde pas trop les chandeliers en 15 minutes, voire même en horaire, 10 fois j'y fais attention. Maintenant, en 2 heures, 4 heures ou en daily, en plus de mes supports et résistances, j'ai et les figures chartistes et les chandeliers japonais. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais
Et bon, il y a 3 jours, on a fait une belle envolée sur l'euro-dollar jusqu'à 1,3280. Le lendemain, on fait une englobante baissière. C'est clair qu'on avait de fortes chances de continuer à baisser, d'aller en direction des 1,30. Là, j'attends de voir ce qui se passe sur ce seuil-là. Donc c'est vrai, moi, parfois, bon, il n'y a pas que moi non plus, hein. Sur le forum, il y a énormément de personnes qui postent. Il y en a qui font pas mal de chartisme au sens figure chartiste support et résistance, peut-être un peu moins niveau chandelier. Mais encore une fois, c'est parce que bon, les chandeliers pour moi qui ont le plus de crédit, c'est les chandeliers daily. Et puis bah, des chandeliers significatifs en daily, il y en a pas non plus tous les jours. Donc voilà. Mais je prends note et j'essaierai peut-être de m'axer un peu plus là-dessus si ça peut plaire à certains. Ok, ok. Voilà, donc ça, mais... Alors, Steph qui voit une épaule tête épaule hebdomadaire sur l'euro-dollar. Alors je vais aller la regarder moi-même parce que j'ai pas Bah, repéré spécialement. Et c'est en fait, il demandait ce que tu pensais de l'épaule tête épaule en hebdomadaire. Mais est-ce que c'est... Non, bah, c'est pas celle dont on parlait tout à l'heure, c'est autre chose, je pense. Non, moi, moi je je vois pas pense, vraiment d'épaule tête je épaule en vois pas hebdo, de quoi. TE en hebdo, hein. Il y a une TE en journalier, elle est belle, la ligne de coup c'est les 1,30, 1,30, 30. Si ça casse, l'objectif théorique c'est retourner sur les 1,26. Et si on continue de baisser parce que le dollar s'envole et que par la suite on a des problèmes avec Italie, Portugal, Espagne, tout ça, bah c'est qu'on se met en risque d'aller chercher les 1,26, de les casser et d'aller en direction des 1,22. Des 1,22, 1,23. Donc il y en a certains qui m'en veulent un petit peu de pas être beaucoup plus vendeur ces dernières séances sur l'euro. Ouais, jusqu'ici j'ai gagné plus d'argent en faisant des achats qu'en faisant des ventes. Après, bah, si on casse les 1,30, 1,30, 30, qui a effectivement clôture sous la ligne de coup avec signal baissier, bah là, 1,26, 1,23, c'est des objectifs potentiellement qui peuvent être alliés dans les 2, 3 mois à venir. Ok. Donc ça c'est bon. On a des épées de Damoclès au-dessus de la tête et on est sur le fil du rasoir sur de nombreux actifs. Il aura fallu être très patient sur certains avant qu'ils ne décalent à la baisse. Il y en a même d'autres qui n'ont pas encore décalé à la baisse comme les indices. Mais ça viendra. Les indices corrigeront. L'or et l'argent, je pense, vont se prendre des sacrées purges. Et les paires du Forex, bon, bah, vu la tournure que ça prend actuellement, je pense qu'effectivement, on est parti pour une belle vague baissière sur la plupart d'entre elles. Ok. Alors, je vois William sur le chat, j'ai pas bien compris ton délire. Donc j'ai vu que voilà, c'est ça que tu disais, hein, Nicolas, qu'il a posté en fait un message après sur le forum de DailyFX. Je refuse pas de poser les questions. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je fais, transmettre les questions là, à Nicolas. Après, bah, on faut entrer dans le détail, il faut relancer le sujet. C'est pour ça que j'ai pas le temps de poser toutes les questions. Donc Nicolas peut pas répondre à tout, mais après c'est aussi, voilà, c'est comme ça qu'on avance. Ça sert à rien de répondre rapidement aux questions. Il faut quand même prendre le temps et rebondir sur les éléments. Donc c'est comme ça en tout cas que je pense mener l'interview. Et donc, Oui, et ce puis que les questions qu'on n'aura pas fait, bah, ou on les fait dans une prochaine interview, ou bien ils les postent sur le forum comme ils ont l'habitude de le faire, hein, et on va faire leur chochotte. Ou sinon, ils me demandent demain matin au morning meeting, hein, c'est pas compliqué. ok, À donc moins que ce soit une question urgente. ce que tu disais, ouais, c'était que penses-tu d'un indicateur conventionnel de l'AT et RSI stochastique, ça on y a répondu tout à l'heure. Et ensuite, il y avait la plupart sont assez vieux et la question est, semble toujours adéquate avec notre ère où les algos sont fortement présents. Ça aussi, on y aura plutôt répondu. Après, ouais, toi en fait, Nicolas, t'as dit que tu t'en servais pas, mais qu'auparavant tu t'en servais, c'est ça, de plus d'indicateurs en Je fait? m'en sers, mais seulement en journalier et seulement pour étudier des divergences RSI significatives en journalier, en hebdomadaire, ou des niveaux de surachat et de survente sur la stochastique, pareil en journalier et en hebdomadaire. Donc au quotidien, je m'en sers pas dans le trading. Par contre, pour définir des retournements potentiels, des zones clés, là, je vais sortir les indicateurs qui vont venir enrichir mon scénario. Voilà. Mais sinon, non.
Après, je comprends très bien, il y en a qui tradent avec le CCI sur les matières premières, d'autres avec l'ATR pour la volatilité. Moi, pour la volatilité, j'utilise les bandes de Bollinger. Chacun son truc. Après, si certains veulent customiser leurs indicateurs techniques, eh bien, qu'ils le fassent. Moi, voilà, j'ai été plutôt que d'aller dans la complication de mes graphiques, j'ai été dans leur épuration. J'ai envie de dire, chacun son style. Ok, très bien. Avec les forts passages de volatilité, rien du tout. Alors après, bon, alors, attends, c'était quoi? Que penses-tu de ce que pourraient être de nouveaux indicateurs? Que devrait-il prendre en compte pour fonctionner avec les forts J'en passages de sais rien. volatilité à rien du tout? Bon, Ça, j'en sais rien du tout. ok, ok, Je donc suis pas, après voilà, ouais, bah pas ma tasse de thé. c'est à chacun après ouais de comme tu l'as dit hein, de customiser ses indicateurs comme il le souhaite, comme il le sent. Après s'il y en a qui marcheront mieux que d'autres, je pense que ça se fera tout seul. Hein. S'il y a un indicateur qui est bon, il sera Ah, puis il utilisé faut par pas la masse oublier quoi. qu'il y a des périodes, hein. Il y a des périodes de forte volate, de faible volate. Pour moi, l'indicateur technique qui fonctionne tout le temps selon tous les marchés, ça peut pas être un bon indicateur. Il y aura toujours besoin de l'homme pour définir si on est dans un marché haussier, baissier, averse au risque ou en confiance, etc. Et en fonction de ça, là, il active un indicateur ou un autre. Il prend un indicateur avec des paramètres quand c'est les vacances et qu'il y a peu de volume et peu de volatilité, un autre indicateur quand on est en période d'aversion au risque et de forte volatilité. Mais l'indicateur qui fonctionnera tout le temps, bah ça restera un truc moyen. Voilà. Et ce que savent pas faire les robots, c'est déterminer dans quel type de marché on est. Et c'est pour ça que pour ça, il y a des humains. Et pour moi, jamais on arrivera à remplacer cette donnée de base. Tiens d'ailleurs, bah, toi qui connais peut-être des traders en salle de marché comme tu disais tout à l'heure, justement on parle beaucoup du trading automatique. Dans quelle mesure il est utilisé selon toi? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un derrière et qu'en fait le trading automatique c'est simplement un outil à l'aide du trader particulier ou est-ce qu'il y a vraiment des stratégies purement automatiques? Est-ce qu'il y a des robots assez Non, il y a puissants des pour stratégies. comprendre voilà, le Ah oui, contexte du bah, il marché, y a des etc. stratégies, il y a des stratégies qui sont purement algorithmiques. Mais c'est pas des stratégies de trading. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des algorithmes, ils misent pas sur la hausse ou la baisse, hein. Je crois que ça, c'est quelque chose que peu comprennent. Les algorithmes, ils jouent pas sur la hausse ou la baisse. Et donc, c'est pas comme une analyse comme nous, on essaye de contrôler les acheteurs, les vendeurs, de prendre note des supports, des résistances. Les algorithmes, il y en a beaucoup qui jouent sur la volatilité. Donc, très forte hausse de la volatilité, bah, l'algorithme va shorter la volatilité et jouer un retour à la normale. Très fort écart entre le dollar WTI et le Brent, eh bien, on va shorter l'écart entre les deux pétroles. Des arbitrages entre CAC et DAX, des arbitrages entre euro et livre. Voilà, il y a des centaines de robots qui ne sont pas des robots qui jouent hausse ou baisse. C'est des robots qui font de l'arbitrage, qui jouent sur la volate, qui jouent sur des corrélations un peu particulières. Après, il y a toutes sortes de données mathématiques qui rentrent là-dedans. Au niveau des algorithmes, il y a les algorithmes qui sont écrits par des personnes qui sont responsables des algorithmes et c'est fait, c'est lancé, ça tourne tout seul. Mais il y a quand même besoin de surveiller l'algorithme et de l'optimiser en permanence, notamment en fonction des changements de marché. Et puis après, il y a les gérants de portefeuille dans les banques qui ont une partie algorithmique qui s'autogère et puis une partie prop trading, donc trading pour leurs clients et eux-mêmes. Et eux, ils utilisent peu de robots ou bien ils ont un robot qui tourne dans un coin qu'ils ont développé eux-mêmes ou pour optimiser la performance. Mais voilà, après je connais pas non plus tous les robots, mais il y a des robots qui tournent tout seuls, il y en a qui viennent en appui de stratégie. Quels que soient les robots, ils sont en permanence vérifiés, en permanence retravaillés. Ok, alors, donc ça c'est ok. Euh, Alors, bien sûr, le Forex, alors que oui, en ce moment. Oui, donc Luigi qui disait, en réponse à ton avis positif sur le market profile, en fait, il disait, il remarquait que les volumes sur le Forex, on peut pas vraiment les avoir, on peut avoir une estimation, et que le market profile se base a priori sur les volumes. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, le market profile, donc je sais pas exactement. En gros, sa question c'était market profile bien sur le Forex, alors que les volumes ne sont pas bons, point d'interrogation. Voilà, donc est-ce que tu as une réponse?
Bah, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure. Je lui ai dit que le market profile était le plus souvent utilisé sur les indices et que je le trouve très pertinent sur les indices et que le problème majeur sur le FX c'était qu'on n'avait pas les volumes. Donc Qui a répondu, ouais. on y a déjà répondu. Après, quand on prend les volumes, ça dépend si votre broker il a 5000 clients ou 300 000. En termes de volume sur le marché d'échange, FXCM depuis le mois de février, je crois, est devenu le plus gros broker du marché d'échange avec 400 milliards de volume par mois. Donc ça commence à faire un volume qui, je pense, te donnera un market profile tout de même intéressant à analyser. Ok. Donc ça on avait vu Hunter qui disait, bon là c'était en l'occurrence une question spécifique par rapport au marché, c'est à combien tu le vois combien tu le vois descendre l'or contre le dollar? Je crois que tu as parlé de 1300, c'est ça? Déjà 1420 et sous 1420, la zone 1300-1350 s'il y a un sell-off généralisé. Mais bon, déjà pouvoir se payer de l'or à 1440-1450, ce serait pas mal. Ok, très bien. Hum, je suis à sec. Bonjour à tous, conférence Montpellier sur les harmoniques. Merci. Ah oui, vous avez une personne sur votre forum qui trade avec les figures harmoniques et qui a Ouais, de bons résultats. Euh, Pascal Caron. voilà, et donc justement, il y a Foued sur le chat qui demande si, bonjour à tous, y a-t-il un webinaire de Pascal Caron sur votre conférence à Montpellier sur les harmoniques? Merci. Voilà. Alors, sur le forum, dans la rubrique correspondance de trader, il y a des photos et des vidéos de la dernière conférence et je crois qu'il a enregistré de A à Z. Donc, je te donne le lien vers la conférence, tac, et les photos. Ensuite, je te donne un second lien qui est un bouquin de 180 pages qui a été posté hier par un de nos membres sur l'harmonic trading. Voilà, je te l'ai envoyé. Ensuite, sur le forum Daily FX, dans Se former en vidéo, Pascal Caron a fait une vingtaine de vidéos, donc on les retrouve dans Vidéo éducative de Pascal Caron. Et là, il y a une vingtaine de vidéos sur l'harmonic trading, l'utilisation de GAN, etc., etc. Donc, je te donne le lien aussi. Pascal, il est sur le forum Daily FX, donc il a mis ses vidéos dans la rubrique vidéo, il tient un journal dans la rubrique des journaux, et en plus de ça, il fait des analyses tous les jours sur l'eurodoll et puis l'or et l'argent sur lequel il est grand spécialiste. Ok, très bien, merci. J'ai transmis ces liens donc sur le chat écrit, vous pouvez les retrouver. Ça on avait vu. Bonjour à tous, ça on avait vu. Moi je connais. Ok. Salut, j'ai une simple question. Je pense ouvrir un micro-compte. J'hésite entre Oanda et FXCM. Donc bon, est-ce que c'est possible d'ouvrir avec des positions avec moins de 1000 unités avec FXCM Trading Station? Euh... Je sais pas, c'est pas ma tasse de thé. Ce que je sais, c'est que on a abaissé les comptes et que on peut trader avec des micro-lots en France maintenant sur nos comptes français. Donc, donc, euh, bah, qu'ils appellent FXCM, ils auront la réponse rapidement. La différence entre Oanda et FXCM, elle est pas très grande. C'est deux grands brokers américains de qualité. La seule chose qui diffère, c'est que FXCM, ils ont un site d'analyse, un forum d'analyse, des analystes qui sont disponibles pour des rendez-vous pour les clients et qui font des conférences. Et puis par rapport au broker en lui-même, bah, on a pignon sur rue, on est avenue Hoche à Paris. Au Honda, ils sont aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc après, c'est à vous de voir. Ok, très bien. Donc ça c'était ok. Simple question, ça on avait vu. Parce que c'est impossible d'ouvrir un compte démo sur FXM Micro, donc j'ai pas pu tester. Alors lui qui disait pas touche, ok, attends, ok ça on avait vu. Alors, FizzX qui nous disait les algos contenus dans les black box sont la plupart des arbitrages de devises, donc ça on avait vu. Alex disait ah oui, il y a des études particulières pour faire trade. Ah oui voilà bah ouais, s'il y a en fait
toi, pour devenir analyste, quelles études tu as suivies et s'il y a des études particulières pour devenir analyste ou trader en fait? Une question posée sur le chat. Bah en fait aujourd'hui la plupart des traders et des personnes qui bossent dans les algos et tout ça, c'est des personnes qui font une école d'ingé en bac+5, généralement des écoles de renommée. Concernant les analystes, ou c'est des analystes en banque qui, parce que c'était devenu à la mode de parler d'analyse technique, bah, ont été mis sur le devant de la scène. Concernant les jeunes, pour la plupart, on est des étudiants en école de commerce. On a un cursus où on a fait finance et pas mal d'économie. Et puis après, c'est beaucoup sur le tas. Moi, j'ai travaillé chez Fortuneo, qui était un broker action. J'ai travaillé chez Zone Bourse, qui était une société d'analyse action, indices, matières premières. J'ai aussi fait un stage avec un gérant de portefeuille dynamique chez Dubus sur action. Et puis après des analyses forex chez Zone Bourse. Et ensuite, bah, j'ai été pris par FXCM. Donc en fait, c'est pareil. Un analyste, il fait pas que de l'analyse. Un analyste, il fait des conférences, il fait des webinaires. Il faut aussi bien connaître l'Internet, les différents sites, concurrents, ce qui se fait. Donc ça dépend. Est-ce que vous voulez être un analyste chartiste dans une banque ou est-ce que vous voulez être un analyste à votre compte? Est-ce que vous voulez fournir des flux d'analyse ou est-ce que vous voulez être salarié? C'est un sujet assez vaste, hein. Hier, j'en ai discuté avec un ami trader pendant 1 heure et demie. Je pense pas qu'on ait le temps pour ça. Euh, Concrètement et malheureusement, ceux qui sont traders la plupart du temps, ils ont fait les mines, donc c'est grande école d'ingénieurs et ils ont bac+5 en ingé ou en mathématiques appliquées. Et puis ceux qui font analyste, eh bien c'est ceux qui sont un peu plus de l'autre côté, relationnel, analytique, et donc là, ça se fait par des stages à répétition et puis des bonnes connaissances en analyse technique, ce qui s'apprend sur le tas en lisant des bouquins ou en allant à des formations, des séminaires, et en fondamental économique. Et puis ça vient de votre cursus scolaire, quoi. Ok, très bien, merci. Alors, ça on avait vu, et ça on avait vu, ok. Oui, ma question aussi. Parler en privé, un de ces quatre. Si, hop. Honda également en Angleterre, FX Pro basé à Chypre, pas de risque. Voilà, bah justement par rapport à Ok, FXM, ils sont en Angleterre, ok. Donc si c'est pas de l'autre côté de l'Atlantique, ce sera de la Manche. Ça change pas grand-chose. Si vous voulez aller voir dans leur bureau, c'est quand même moins évident que d'aller à Paris qu'être avenue Hoche. On est d'accord, non? voilà. Alors, un autre mot par rapport aux brokers basés à Chypre. Qu'est-ce que tu penses de tous ces brokers basés à Chypre qui se multiplient? Bah, je sais pas s'ils se multiplient. J'espère que non. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui ont une image négative sur le forex et qui disent il y a beaucoup de perdants et puis on se fait avoir, etc. Parce que bah, ils se sont fait avoir par les brokers chypriotes. Le problème, c'est que en Asie, aux États-Unis, ils sont très au courant des effets de change quand ils font du tourisme ou du business. En Europe, on est la vieille Europe, on n'était pas au fait de ce qui se faisait. Donc le forex est arrivé tardivement et il est arrivé par la mauvaise porte, par les mauvaises personnes, avec les brokers chypriotes, maltais, Panama, îles Vierges britanniques. Tous ces brokers-là, c'est des brokers qui sont des market makers qui vont vous enfler sur les ordres, sur les passations, sur le slippage. Il y en a qui vont vous proposer un spread de zéro. Enfin, faut quand même se rendre compte de l'aberration du truc. La rémunération d'un broker à la base vient seulement du spread. Si on retire le spread, il n'y a plus rien. Donc ils font comment pour gagner de l'argent si vous font un spread à zéro? Eh ben, quand eux, ils achètent un 30-26, eh ben, ils vous donnent l'achat à un 30-28. Et le spread, ils l'ont là. Et enfin, c'est un sujet sur lequel je déborde. Ça m'énerve en fait. Si tu veux, c'est même pas une question de bosser pour FXM ou autre. J'ai toujours fait en sorte, quand je bossais dans ce milieu, de travailler pour des acteurs sérieux,
Donc oui, au Honda c'est sérieux, du Cascopy c'est sérieux, FXM c'est sérieux, etc. Et à vrai dire, voilà, que le client, la personne qui te parlait tout à l'heure, préfère aller chez Honda parce qu'il y a des micro lots ou préfère FXM parce qu'il y a un bureau à Paris, il peut venir nous voir, il peut assister à nos conférences et tout ça. Bah ça c'est une question de goût. Mais après me dire je vais chez 4XP parce que ils ont un spread sympa sur l'argent ou je vais chez machin Forex parce qu'ils font le spread à 0,5, c'est vraiment tomber dans le piège, dans la trappe Nigo, quoi. Toute personne qui connaît un minimum la façon des banques et des brokers de se rémunérer sur ce marché, c'est que 95% des market makers sont là pour encaisser les pertes des perdants euh, et enfler tout le monde. Et le problème, c'est qu'ils font des pubs à la télé pour dire Micheline, 45 ans, gagne 2000 euros par mois grâce au Forex. Faites du Forex, inscrivez-vous, formation gratuite. Donc voilà, il y a trois brokers no dealing desk au monde. C'est Oanda, FXCM, Ducascopy. Si vous êtes chez un de ces trois-là, c'est cool. Sinon, vous êtes chez un market maker et n'importe quel market maker, un jour à l'autre, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Après, c'est à vous de juger. C'est à vous de juger. Ok, donc selon toi, c'est vraiment ces trois-là qui sont sérieux, pas d'autres. Bah, ils sont énormes, ils sont sérieux, ils ont des plateformes stables, ils bossent avec des banques et ils te donnent le prix du marché interbancaire à un instant T parce D'accord. qu'ils sont justement énormes. Les Ok. autres, ils vont se brancher plus ou moins sur des cours Bloomberg et puis ils vont te faire des prix à plus ou moins 2-3 pips. Donc ils vont te faire un spread de 1, mais au final, tu vas être fait 3 pips de différence par rapport au vrai marché. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir 2 mais tout le temps ou d'avoir un mais quand tu payes un en fait, t'en payes 4 sans le savoir. Ok, je vois. Ah, puis après, il y a les brokers où il faut pouvoir récupérer son argent. Combien de personnes étaient au Panama, ont perdu Bah tout oui, là, leur c'est argent sûr. parce que le broker a fermé. Combien de personnes ont mis de l'argent chez Machin Forex à Chypre et ont mis 6 mois pour récupérer leur denier. Certains même pas du tout. Donc après, il y a l'histoire des bonus. On te donne un bonus en te disant si vous tradez X millions, eh ben vous pourrez prendre le bonus. Il y a aucun trader particulier qui arrive jusqu'à la somme du bonus pour pouvoir le toucher. Et s'il le touche, bah, il se rendra compte qu'en fait, il vient de gagner 200 $ parce que effectivement, il vient de trader 3 millions. Sauf qu'il aura perdu 5000 euros à trader ces 3 millions. Pourquoi? Bah, pour gagner un bonus de 200 $. Waouh, génial, quoi. Ok. Donc ça, c'est bon. Question pour Nicolas. Comment explique-t-il que FXCM a eu plusieurs amendes par les autorités officielles pour manipulation des cours? Alors, je suis pas vraiment spécialiste sur ce sujet. Ce que je sais, c'est que chez FXCM, il y a du slippage. Le slippage, ça veut dire que quand il y a une statistique qui tombe, le spread s'écarte. Ça veut dire que tu achètes et ton prix à l'achat va être fait 3 ou 4 ou 7 pips au-dessus des cours parce que à l'instant T, ça décale. Tu vois, quand tu étais vendeur sur l'euro CHF à 1,11, le jour où ils interviennent, tu te souviens de l'intervention sur le CHF? Oui, enfin tu parles de celle d'il y a Bon quelques bah mois là, ou quelques semaines? oui, d'un coup, ça décale de 1000 points. Bon bah, est-ce que vous pensez que les banques continuent tous les 1 pip à fournir des milliards en liquidité? Pas du tout. Toutes les banques se retirent et même les traders professionnels et les banques qui étaient en position ont dû courir après le papier, racheter leur position, parfois 50 ou 70 pips au-dessus du cours avant décalage. Ça, c'est le slippage. C'est les véritables conditions de marché. Et en fait, ce qu'on avait remarqué chez FXCM, c'est que quand il y avait des décalages de prix, ça donnait lieu à un slippage. Et par rapport au prix des bancaires que le client aurait pu avoir en direct avec la banque, il y avait un petit décalage. Et donc au final, les clients se retrouvaient floués. Alors attention, hein, on a vraiment été des grands fraudeurs, hein, puisque il en ressort qu'au final, ça s'est fait sur une centaine de clients ou quelques milliers de clients, et que la moyenne de pertes par client, à cause de ça, était de, attention, 15 euros. Waouh! Alors ça, c'est de la fraude. Ça, c'est de la grande fraude. Donc moi, ça me fait toujours sourire quand on parle des amendes. Ce qu'a surtout révélé cette amende, c'était qu'en 2010, FXCM faisait le slippage négatif. Ça veut dire qu'on passait un ordre, le marché décalait, et puis on avait un prix moins bien que ce qu'on espérait.
Mais depuis 2011, FXM a mis en place le slippage positif. C'est-à-dire que je suis à l'achat à 1,3030, là tout de suite maintenant. Il y a une annonce de Ben Bernanke, il lance un QE3. D'un coup, l'euro-dollar explose à la hausse. Eh bien, imaginons que j'avais un take profit à 1,3050. Eh ben, si les marchés décalent trop vite et qu'il n'y a pas de liquidité à 1,3050, eh bien, mon ordre peut passer à 1,3055. Eh bien, vois-tu, FXCM, plutôt que te donner les gains de 1,3030 à 1,3050 et de se prendre la marge restante, eh ben, ils vont te la donner. Ça veut dire que autant quand tu es à l'achat, que tu as un stop sous un support et que ça casse d'un coup et que le spread augmente, il y a un slippage négatif, tu perds un peu plus que ce que tu aurais dû perdre. Autant dans l'autre sens, quand tu es à l'achat, si ça décale dans le bon sens, eh bien tu auras le slippage positif. Or, grâce en quelque sorte à cette amende qui a été donnée à FXCM, je rappelle que c'est une amende qui est ridicule par rapport au nombre de clients qu'on a et à l'argent que ça représentait par client. Grâce à cette amende, ça nous a permis de aussi mettre en avant le fait qu'en 2010, on n'avait que le slippage négatif, qu'en 2011, on avait le slippage positif et négatif, et des études sont ressorties selon lesquelles si on mettait le slippage positif et négatif en face, eh bien, ça donnait 0 et ça s'annulait. Donc peut-être qu'effectivement en 2010, la technologie du no dealing desk avait peut-être encore une ou deux lacunes et certains clients se sont retrouvés floués de 15, 50 ou 100 euros, ce qu'on s'est ce qu'on a remboursé très rapidement. D'autre part, ça a prouvé que chez nous, on pouvait être fait à un meilleur prix que celui qu'on demandait grâce au slippage positif et que au final les deux s'annulaient, donc que c'était extrêmement transparent, ce qui n'est pas du tout le cas, encore une fois, de la concurrence. Enfin, dernière chose à ce sujet, FXCM est un des seuls brokers au monde à avoir un service d'audit. C'est-à-dire que tu as un service client et à côté, tu as un service d'audit. Quand tu as une plainte d'un client au service d'audit, ce n'est pas géré par le service client, mais par un service sur le côté. Ce service d'audit va étudier ta position, les horaires, la connexion de ta plateforme, etc., etc. Et si on a eu à un moment une mèche basse sur une erreur de cotation, quoi que ce soit, petit mail au service d'audit, ils analysent, et puis si tu es dans ton droit, ils te remboursent. Je connais pas beaucoup de brokers qui sont aussi transparents sur leurs résultats, sur leur technologie et sur leur service d'audit à leur clientèle. Et je sais de manière certaine, enfin j'en suis sûr, j'ai été aux États-Unis, j'ai rencontré toutes les équipes. FXCM espère, enfin leur but c'est d'être le broker le plus sérieux qui soit, le plus transparent, le plus sérieux, le plus fiable. On n'est pas là à vouloir attraper des clients en faisant des offres commerciales débiles avec des spreads à zéro, des bonus ou des choses comme ça, ou de vous envoyer, j'en sais rien moi, un kit de lingerie pour toute ouverture d'un compte micro. On est là pour vous donner une plateforme stable qui a reçu beaucoup d'awards. La technologie No Dealing Desk qui est utilisée par seulement 3 brokers au monde et la seule chose qui fait qu'ils peuvent l'utiliser, c'est qu'ils bossent avec les 10-15 plus grandes banques mondiales, chose que peuvent pas faire les petits brokers chypriotes. Donc voilà, sur ce sujet-là, je dis pas qu'FXM c'est les plus beaux, c'est les meilleurs, mais que c'est franchement un broker de qualité. Il y en a d'autres. Après, les autres que je connais sont tous à l'étranger. Donc un broker avec une bonne plateforme de qualité en France, avec un bureau français, c'est FXM. Ok, merci pour l'explication complète. Donc ok, ça on avait vu. Alors 2 secondes. Ok. Alors merci, ça on avait vu. FX Provider, Chivides, Provider. Question pour Nicolas et manipulation de cours. Lolo qui nous publie un lien par rapport à la NFA. Une amende de 2 millions par la NFA. Ok, ouais, ça on avait vu, donc bien en parler. Ouais. 2 millions sur 250 000 clients, quoi. Waouh. Ouais. Non mais après de toute façon, moi personnellement, je pense pas que ce soit. Après, il faut l'étudier davantage justement, comme tu viens de l'expliquer, c'est intéressant. Et justement, pour moi, c'est pas un mauvais point. C'est-à-dire que ce type de litige, et là en l'occurrence, vous avez pris des mesures pour lutter contre, etc. Ça peut arriver. Mais déjà rien que le fait que derrière il y ait eu les procédures et que FXM ait dû payer une amende, ça veut dire que derrière il y a quand même un gros système de régulation et que bah, on met pas son argent n'importe où. Enfin, je veux dire, moi personnellement, je pense pas que ce soit quelque chose
Dès qu'on s'intéresse un peu à l'histoire, c'est pas quelque chose qui est Non, mais tu spécifiquement sais, mauvais. Mais c'est que les gens, ils voient amende, forcément, ça fait tilt et c'est normal, hein, c'est compréhensible. Mais après, tous si on les s'intéresse brokers plus. à un moment ont eu un souci avec leur plateforme, un litige avec un client, un procès, quelque chose. Et tout est régulé et c'est une très bonne chose qu'on se soit pris une amende là-dessus et voilà. Ok, voilà. Ça a montré la transparence. Tout à fait, ouais. Donc, William qui disait aller en Angleterre, Paris, les deux, c'est pareil. Les brokers basés à Chypre ont la belle vie. Il fait souvent. Ok. Bah, ils auront la belle vie tant que les Français continueront d'ouvrir des comptes chez eux, hein. Alors, sans adjectif. Ah, non. De quoi? Non, non, on me demande si je paye en partant du principe que les 1,30-30 tiendront, mais là on est en train de les casser, donc non. Ouais, bah moi je Non, suis non. pas si mal là, je suis à la vente. Alors, Ouais. FXCM n'est pas le seul broker en France et certains ont de bons spreads. Oui, Non, mais après c'est j'ai vrai, pas dit que trader. FXCM était le seul broker en France, j'ai dit que FXCM était le seul broker no dealing desk en France. Ouais, tout à fait. C'est la machine. Interactive sont pas trop petits. GoMark. Oui, après t'en Interactive as Broker plein, est oui. énorme, mais il est aux États-Unis. Ducascopy est gros et est fiable, mais il est en Suisse. Oanda est gros et fiable, et ils sont aux États-Unis. Voilà, je sais ce que je dis. Le seul broker no dealing desk avec un bureau français, c'est FXCM. Après, si vous voulez du no dealing desk, c'est du Cascopy ou Honda ou FXCM. Après, si vous êtes ouvert à d'autres brokers type CFD, vous pouvez aller chez Interactive, chez IG Market ou autre. Après, c'est une question de savoir quel produit vous traitez, quel spread vous voulez. Est-ce que vous voulez de l'ECN ou du market maker, etc., etc. Ça, ça dépend du trader. La question n'est pas d'aller dire que FXM c'est les meilleurs, c'est de dire que les brokers chypriotes, ce serait bien que les Français arrêtent d'ouvrir chez eux et qu'on arrête d'avoir leur pub sur Internet. C'est plutôt ça, sur le sujet sur lequel on est tous d'accord. Alors, est-ce que tu as encore une ou deux questions? Après, je vais devoir te laisser, Bien sûr, Fabien. ouais. Je suis en train de regarder ça. Market Scope, c'est génial en sens ça. Spread. Moi, je fais pas confiance au broker régulier. Ok. Comment accéder aux vidéos? Ah oui, alors il y a Fouette. Bon, là, c'est des questions plus techniques. J'ai le message, cette vidéo est privée. Je crois qu'il faut que tu t'inscrives en fait, Fouette, hein. C'est ça, hein. Sur DailyFX, il faut s'inscrire pour avoir accès aux vidéos, c'est ça? Ou être client, c'est Non, quoi? non, non, non. Non? Bon, bah, je sais pas, Fouette il dit qu'il a du mal à regarder les vidéos. Bah, dans ce cas-là, Bah, ouais. en fait, je crois que Pascal Caron avait fait des vidéos et qu'il les a mis en privé il y a quelques jours parce qu'un petit malin les avait utilisées pour son site perso. Mais sinon, non, les vidéos de Pascal sont visibles, les enregistrements du morning meeting aussi. Le site d'EliFX et le forum d'EliFX ne sont pas ouverts aux clients FXM, c'est ouvert à n'importe qui. Par contre, après, c'est vrai que pour naviguer ou pour poster, c'est plus simple d'être membre. Bon, c'est tout. D'accord, ok, bon bah c'est tout. Il n'y avait pas d'autres questions. Il y en a, mais après c'est pour des brokers, donc t'as déjà répondu globalement, donc je vais pas t'embêter plus que ça. Donc bah, en tout cas, merci beaucoup Nicolas pour toutes les explications. On a parlé un peu de tout. Bah, en tout cas, si tu veux revenir une prochaine fois, peut-être qu'on pourra parler plus davantage trading, vraiment analyse, etc. Après, pour te suivre exactement tes analyses, on peut te retrouver chaque jour, c'est à 11 h, c'est ça? Sur Ouais, DailyFX. c'est ça. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à tout. C'était transparent et super complet. Donc, si t'as un dernier message, un dernier mot à faire passer, bah, n'hésite pas. Et sinon, ben, ce sera tout. Bah écoutez, merci à tous d'avoir été présents. Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse, vous pouvez soit les envoyer à Fabien, soit me les envoyer à moi par email, soit les poster sur le forum d'EliFX. Je pense qu'on refera un épisode trading, une après-midi avec grand plaisir. Et puis, concernant tous ceux qui avaient des vues baissières sur les marchés, soyez patients, c'est en train de prendre forme et je pense qu'on va avoir des semaines très intéressantes à venir. Voilà. Ok, parfait. Merci Nicolas. À bientôt. Mais de rien, à très bientôt.